François, bonjour. Eh bien, bonjour. Merci déjà de m'accorder cet entretien en pleine tourmente. On peut dire ça, oui, c'est vrai. Du coup, voilà, il y a peut-être des gens qui te découvrent maintenant, en fait, avec cette histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, parce que tu es auteur depuis déjà ça fait un longtemps, petit bout de temps. Oui, je suis auteur, enfin, je crée des jeux depuis une bonne trentaine d'années. Et c'est vrai que je suis pas mal, j'ai toujours été, enfin, je suis dans l'ombre, un peu comme Alien dans les coursifs, c'est vrai, finalement. Et c'est vrai qu'on commence à me découvrir un petit peu. C'est vrai que j'ai commencé dans le monde du jeu, j'ai édité des jeux il y a longtemps, il y a un peu plus de 20 ans. J'ai arrêté parce que j'ai fermé ma boîte. Parce qu'à l'époque, il y avait Magic qui sortait et ça m'a un petit peu étouffé sur ce coup-là. Et puis, j'ai créé d'autres boîtes dans un autre secteur, ce qui fait que je vis aujourd'hui d'autres choses. Et depuis quelques années, je suis reparti effectivement à créer des jeux. Ça fait à peu près un petit peu plus de 8 ans. J'ai commencé pratiquement par Alien, justement. C'est ça qui est rigolo. Puis j'ai un lien particulier avec ce film, puisque ça doit être la seule fois de ma vie où j'ai séché un cours pour aller voir un film et je me suis fait choper. Donc, puis après, j'ai arrêté de sécher, mais j'ai pas regretté d'aller voir le film. Donc voilà, j'ai créé ce jeu-là il y a 8 ans, et puis c'est en arrivant sur Toulouse il y a 4-5 ans que j'ai remis un petit peu le pied dans le monde du jeu, en recontactant des anciens amis que j'avais connus à l'époque, qui est l'équipe de Edge. Voilà, puis là j'ai commencé à remontrer mes protos, dont évidemment dont Alien, plus d'autres. J'en ai signé avec eux qui va sortir cet été. Et puis Alien, j'espérais bien qu'ils sortent aussi avec Edge. Bon, ça a été connaissant la société Edge, où ils ont un boulot, ils ont un contenu éditorial qui est juste monstrueux. Je sais pas comment ils font. C'est vrai que bon, ça met du temps, et puis peut-être que ça serait jamais sorti. Et puis voilà un petit peu. J'irai mon parcours pour l'instant qui est tout petit. Bon là j'ai un autre jeu qui va sortir avec Lumberjack cette année. Et puis aujourd'hui j'ai la petite mort, voilà, c'est la petite mort, oui. Et puis j'ai une quarantaine de protos en fait sous le coude que je continue à développer, à travailler, et puis j'espère bien en sortir d'autres. Justement, donc Nostromo, qui va sortir bientôt, donc, mais pas avec toi. Voilà, ouais, c'est là où le bas blesse, effectivement, oui. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du proto avant l'affaire entre guillemets? Oui, alors donc le proto, c'est un des premiers que j'ai présenté avec l'équipe de Edge qui m'avait gentiment invité. Alors c'était un salon Epitech, donc une école à Toulouse de jeux vidéo qui ont fait une journée, et Edge avait un grand stand avec des tables, et il m'avait proposé même des protos. Profites-en, voilà, viens. Donc j'avais amené Alien, j'en avais amené un ou deux autres, et puis j'ai surtout fait jouer Alien parce que finalement c'est celui-ci qui a quand même pas mal accroché. Donc il y a pas mal de gens qui ont joué, des gens que je ne connaissais pas. Mais alors donc je sais qu'il y a une partie de l'équipe de Wonder Dice qui a joué à ce proto, qui a bien aimé. Et donc je l'ai présenté ensuite sur des TGS à l'époque où Edge avait un stand au TGS. Et puis un certain Aldébaran m'a contacté ensuite en disant voilà, j'ai essayé ton jeu, je l'aime beaucoup, je voudrais l'éditer. Et moi, ma réponse a été pendant un certain temps de lui dire écoute, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant en fait il est dans les tuyaux chez Edge. Et en plus il y avait une version anglaise qui est partie aux États-Unis. Enfin bref, pour moi il était parti dans ces tuyaux-là. Et puis bon, connaissant l'équipe d'Edge, moi je leur laissais la primeur presque à la limite de tous mes protos à l'époque, sachant pas qu'ils avaient un boulot énorme à côté de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc j'ai été régulièrement en contact avec Aldébaran jusqu'à alors là où c'est un petit peu basculé, c'était il y a un petit peu plus de 2 ans où il revenait régulièrement en disant alors il sort chez Edge, il sort pas chez Edge. Alors à chaque fois je dis non, ça a l'air d'être compliqué côté licence. Il dit moi je vais la trouver la licence. Bon, j'y croyais pas plus que ça. Je dis écoute, reviens vers moi ce jour-là, on verra. Et puis il est revenu vers moi en disant j'ai la licence, je t'envoie le contrat. Je dis écoute, envoie-moi le contrat, on va regarder ça. Alors c'est vrai que je dis jamais non, je veux pas. Avant de dire non, j'étudie toujours les choses. Je reçois le contrat par mail avec si t'as des questions, reviens vers moi. Donc ça c'était il y a 2 ans à peu près. Donc je lis le contrat qui est en anglais. Je regarde le truc, donc il y avait des objectifs, jusqu'à 20 000 boîtes, 3% sur le prix revendeur, il manquait même en fait entre 40 et 80 000 boîtes. Alors, je sais pas combien ce jeu peut se vendre, enfin bon, c'était déjà des jolies quantités quand même. Oui.
Je lui réponds par mail en disant ouais, j'ai reversé le contrat, bon il manque la fourchette 40-80, bon ok. Et puis bon, la rémunération me semble quand même légère, je voudrais qu'on en parle, parce que moi ça me convient pas plus que ça. Surtout que c'est un jeu à licence qui devrait quand même tourner. Le vendre à 24 € ou 29 €, à mon avis, ça changera pas grand chose, donc il y a de quoi quand même rémunérer peut-être l'auteur quand même un peu plus. On en reparle. Donc ça c'était en juillet 2016, pas de réponse. Puis bah, je me suis dit bon bah peut-être qu'il a mal pris le coup du truc, bon puis c'est pas grave, de toute façon pour moi je n'avais pas dans l'idée de l'éditer avec Wonder Dice. Et puis en septembre, je me souviens de mon mail et je lui renvoie un autre mail, histoire de. J'ai salué Aldebert, t'as des nouvelles? De relancer. Ouais, quoi de neuf, docteur? Et pas de réponse, j'ai jamais eu de réponse. Jusqu'à un coup de fil que j'ai lu il y a de cela, je sais pas, peut-être 2-3 mois, d'équipe d'Edge qui me dit tiens, François, devine ce que j'ai sur mon bureau. J'ai un proto qui s'appelle Nostromo. Waouh, je suis ah bon. Je dis ouais, mais c'est pas ton nom qui est dessus. Je dis ouais, bon. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'ai déjà chaque année, enfin, au moins une fois par an, je vois sortir des jeux et je vois un jeu qui ressemble à un proto que j'avais fait et je me dis, waouh, voilà, il aurait dû sortir avant, tant pis. Et je me doute bien que la personne m'a pas pompé. Mais bon, ça arrive qu'on ait les mêmes idées. Donc, je me suis dit au début, voilà, c'est bon, bah voilà, c'est encore une fois, ça m'arrive. Et puis après, j'apprends que c'est Wonder Dice et là, je me fais, waouh, ouais, quand même. Oui, là, ça commence à clignoter. Voilà, ouais, ça, oui, un jeu sur Alien qui s'appelle Nostromo, qui a été joué par l'équipe, qui a eu mon proto en main. C'est quand même. Parce qu'il s'appelait Nostromo dès le début. Ah bah oui. Alors, le tout premier que j'ai fait, il y a la toute première maquette toute moche que j'avais sortie, je l'avais appelé Alien. Mais très rapidement, après, je l'ai appelé Nostromo. Donc, bah, j'ai vu ça dans sa et puis je dis ouais, mais bon, c'est quand même, c'est pas les mêmes règles. Alors, s'ils avaient fait complètement différemment, bon. Et les règles, je les ai lues il y a 3 jours. Donc, je regarde les règles et là, je me suis dit, c'est pas possible. L'enfer continue. C'est-à-dire que je retrouve les mécaniques de base de mon jeu. Alors, oui, c'est pas le même jeu. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on me rétorque, évidemment. C'est pas le même jeu. Tout comme mon jeu, aujourd'hui, c'est un prototype. Si demain, je signe avec même 3 maisons d'édition différentes, enfin si je signe avec 3 maisons différentes, mais en même temps évidemment, je le développerai peut-être de 3 façons différentes avec les éditeurs, mais il serait forcément différent à la fin, puisqu'on va chercher les failles, on va regarder ce qui va coincer, on va voir comment on peut l'enrichir. C'est exactement le gros travail. On va cibler un public. On va forcément. Ça exactement. Va... Donc il y a vraiment un gros travail de l'équipe de Wonder Dice. J'en suis convaincu. Ils ont développé le jeu, ils l'ont sûrement amélioré. Alors je sais pas, j'ai pas joué, je sais pas comment il tourne, j'en sais rien. Mais là où il y a un souci, et ça sera peut-être une autre question, c'est que il y a eu développement, mais sans moi, et là ça coince un peu parce qu'ils sont partis sur la base de mon jeu. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce jeu qui fait couler un peu pas mal d'encre virtuelle en ce moment. Là ouais. Justement, tu parlais que ça fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait parce que ça a démarré quoi à peu près lundi, c'est ça? Oui, ouais, j'ai eu un premier petit message qui effectivement avec un lien de la page Facebook Nostromo, ouais, j'ai reçu ça. Donc alors à ce moment-là, j'avais pas encore les règles, hein, mais donc je me disais bon bah effectivement ça démarre, il lance le truc, bon ok, mais je savais pas encore que c'était vraiment mon jeu. C'était vraiment ça. Voilà, où c'est vraiment parti en épingle, c'est quand j'ai confirmé que c'était bien les mêmes mécaniques avec je mets des guillemets, hein, avec des nuances, évidemment, parce que là, si en plus ça avait été un copier-coller, je crois que là, ça aurait été, oui. Ça aurait été complet. Mais j'ai bien retrouvé la base de mon jeu, parce que je suis persuadé qu'on prendrait 3 auteurs différents en leur disant, faites un jeu sur Alien, on aurait 3 jeux différents. Avec des similitudes, évidemment, ça se passerait dans Nostromo, il y aura un Alien, il y aura un lance-flamme et une machine qui fait bip bip, c'est sûr, mais on n'aurait pas exactement les mêmes mécaniques. Là, on a vraiment trop de choses qui sont oui, parce qu'on retrouve même des mots identiques. Enfin, il y a des passages. Il y a plein d'appellations différentes, mais bon, oui. Donc on retrouve pas mal d'éléments communs. Et du coup, cette vague ce qu'on appelle une vague de soutien, qui s'est tout à coup enflammée. Dans un premier temps, ça a été un peu désordonné, un peu chaotique. T'as ressenti ça comment en fait? J'ai été super surpris, et puis après j'ai analysé la chose, hein, je sais pas, alors je suis super heureux qu'on me soutienne comme ça, mais on aurait soutenu n'importe qui d'autre qui se fasse copier de toute façon, donc c'est plus un soutien à ce qui s'est passé, et puis bon, un soutien à l'auteur évidemment, et je remercie encore une fois
toutes les personnes qui ont pu m'écrire, parce que ça fait 3 jours que je travaille plus, hein, j'ai pas le temps de toute façon, parce que j'aime bien répondre en fait quand on m'écrit. Donc là j'ai arrêté de bosser, je fais que ça, mais ça m'a dépassé, ouais, ça me dépasse un peu, et puis ça va au-delà, je pense, du soutien d'un auteur. Après, en fait, on touche quand même un sujet qui est quand même, je crois, ultra sensible au pays des auteurs de jeux. Oui, justement. Oui, justement, ouais, avec cette histoire, on se rend compte qu'il y a un vide juridique, en fait, au niveau de la protection, je sais pas ce qu'on peut appeler, on dit d'un jeu, mais c'est des règles de jeu, en fait, qu'il faut protéger. Oui, ça c'est a priori le gros souci. Bon, c'est des choses sur lesquelles je me suis déjà renseigné il y a longtemps, parce que je me disais ça peut arriver, en me disant que ça n'arrivera jamais, mais bon, je me dis ça peut m'arriver. A priori, oui, c'est là où c'est très compliqué, parce que dans mon autre métier, j'ai eu l'occasion en fait de lancer des procès. J'ai déjà gagné des procès, j'en ai perdu alors que je devais les gagner. Donc il y a pas vraiment de règles. Même quand on est sûr de soi, on peut perdre. Donc il y a un petit peu un côté loterie. Puis on peut perdre pas mal quand même, hein, puisqu'on perd déjà tous les frais d'avocat qu'on a engagés, on perd le temps qu'on y a passé, parce que quand on commence à bosser avec un avocat, il nous demande 1 million de trucs, donc il faut travailler avec l'avocat. C'est comme un développement presque de jeu. Oui, voilà. Vrai. Et puis après, quand on perd, déjà on a perdu sa mise, et puis après il faut payer quand même l'avocat de l'autre. Donc là, ça commence à faire beaucoup, surtout quand on s'estimait lésé. Donc ces expériences-là, je les ai déjà rencontrées et connues. Donc ça, c'est dans un domaine où les choses sont même limite ont beaucoup moins de flou. Là, en plus, il y a un vrai flou, et je me demande comment en fait un tribunal peut juger quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc ils vont un jeu comme Alien, effectivement, ils vont se dire non, c'est Alien, ça appartient pas à ce monsieur quand même déjà. Bon, il se bat pour un truc qui lui appartient pas, parce qu'ils vont faire l'amalgame, forcément, je suppose. Et puis des mécaniques de jeu, ça risque de leur sembler complètement bizarre. Donc il faut vraiment être très bien défendu, je pense. Hein. Donc c'est là où je pense que c'est compliqué, parce que bon, j'ai déjà vu des sujets sur justement les auteurs de jeux. Donc on dit que effectivement il y a un côté artistique. À quel moment c'est de l'art, à quel moment c'est pas de l'art. C'est très très compliqué. Donc aujourd'hui il n'y a pas de règle. Et justement, il y a des gens qui commencent un peu à discuter là-dessus. Est-ce que toi, ton histoire, malheureusement, est-ce que tu pourrais t'en servir pour justement combler ce vide? Je pense qu'elle peut servir. Elle peut servir. Est-ce qu'elle va servir? J'en sais rien encore. Ça peut faire un précédent. Quand j'ai cru entendre dire qu'il y avait eu des précédents. Il y a déjà eu des cas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça reste, pour moi, urgence de pas prendre de décision immédiate et de réfléchir à la chose. Oui. En fait, les cas précédents, c'était surtout sur des jeux édités. Oui. Or là, pour l'instant, c'est qu'une précommande. Je crois que le jeu, on ne sait même pas s'il existe. Oui, non, il n'est pas produit encore. Enfin, je pense, puisque c'est un Kickstarter personnel, quoi, a priori. Donc bon, après, ça sort un petit peu de mon problème. Donc, moi, j'ai contacté Wonder Dice, qui m'ont dit en fait qu'ils étaient en contact avec toi. Oui. Donc, sous quelle forme, en fait après 2 ans de non-contact, on en a eu... ça a commencé il y a 2 jours, quand ça a commencé à chauffer sur les réseaux sociaux, ils m'ont appelé. D'abord en me disant, oui, mais je comprends pas, c'est pas le même jeu. Donc en fait, au début, ils ont voulu... Bon, je pense que les choses ont quand même pas mal évolué, parce que moi, honnêtement, je pensais qu'au bout de 48 heures, ça allait se calmer un petit peu. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc maintenant, effectivement, on est en contact. Ils aimeraient bien trouver une solution. Moi aussi, hein, parce que comme on dit, il faut mieux une négociation sympathique qu'un mauvais procès. Et ça, c'est très désagréable de toute façon. Mais moi, ça m'amène plutôt des questions. C'est quel type de négociation? Comment on peut trouver un terrain d'entente? Parce que j'y réfléchissais encore en venant en voiture. Je lui disais, voilà, il y a des questions que je dois me poser et je dois trouver des réponses. C'est si j'avais eu l'occasion de choisir mon éditeur, est-ce que j'aurais choisi Wonder Dice? À la base, non, puisque je voulais le passer chez Edge. Je disais, voilà, un jeu avec une aura pareille, avec une licence pareille. Alors, je veux pas critiquer Wonder Dice, mais n'importe quel auteur aurait l'idée d'aller plutôt vers un gros éditeur. Donc, est-ce que aujourd'hui,
j'ai intérêt à trouver un terrain d'entente avec Wonder Dice, j'en sais rien. Et puis je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer. Ils m'ont déjà fait quelques petites propositions dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, puis après, bon, pour l'instant, ça me regarde moi, mais il n'y a rien de très concret, en fait. Oui, puis quand on discute beaucoup avec les auteurs, avec les éditeurs, il y a quand même une notion qui revient quasiment à chaque fois, hein. C'est la notion de confiance. Oui. Là, on peut dire qu'il y en a... Voilà, c'est là où c'est très compliqué, puisqu'ils me proposent de développer d'autres jeux. Enfin, j'aime bien travailler avec les gens que j'aime bien, et j'aime bien travailler en fait en bonne intelligence et pas par contrainte. On peut pas travailler par contrainte avec quelqu'un. On peut pas travailler avec quelqu'un avec qui on a un passif qui est quand même assez lourd. Là, je pense que là, on n'avait pas trop de passif, mais là, déjà, en quelques jours, il est quand même pas mal. Donc, tout ça, ça me semble compliqué. En effet, ça fait partie des questions que je me pose. Est-ce que je pourrais travailler avec quelqu'un qui a peut-être pas fait exprès, mais quand même, qui m'a piqué mon jeu? Donc, c'est particulier. Alors, je sais que parfois, ça arrive dans la vie que des ennemis deviennent des amis, hein. Alors après, je suis pas ennemi de l'équipe Wonder Dice, je les connais à peine. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut auxquelles je réfléchisse. Et puis, honnêtement, pour l'instant, je sais pas ce qu'ils peuvent me proposer. Si c'est l'idée hypothétique de sortir un jeu l'année prochaine, voilà, ça me semble un petit peu léger. En tout cas, toi, tu es quand même dans cette démarche-là de trouver une solution hors tribunal. Oui, ça serait quand même préférable. Je pense que ce serait préférable pour tout le monde. Ils avaient sorti un jeu qui s'appelait Play Me. Oui. Alors, sans rentrer dans les détails de l'histoire, parce qu'on ne la connaît pas entièrement. Non. Mais du coup, voilà, on sait qu'il y avait déjà un peu une rumeur là-dessus, en tout cas, que ce jeu-là avait été un peu, peut-être, un peu comme Nostromo. Il paraît. J'ai aucune preuve, j'ai toi, rien. Donc, t'étais pas au courant, en fait, de ça, de cette réputation, On m'avait déjà déconseillé de travailler avec Wonder Dice. Alors, donc, ceci dit, je n'ai pas travaillé avec Wonder Dice, c'est Wonder Dice qui a travaillé avec mon produit. Bon, mais oui, on m'avait conseillé, mais j'en savais pas plus. Puis bon, moi, effectivement, si à chaque fois on prête attention à tout ce qu'on peut entendre, on est mal barré. Hein. Donc voilà, je préfère. Comme on dit, il faut toujours en fait se faire une impression soi-même. Bon là, ça y est, là, je pouvais pas. Là, on peut pas faire mieux. Mais bon, donc oui, je suis en contact aussi avec la personne qui a priori a eu un souci. Ouais. Tu vois comment, toi, la suite de Nostromo? Alors, la suite de Nostromo, j'aimerais bien qu'il sorte. J'aimerais bien qu'il sorte avec son vrai auteur, ça serait bien, ça me ferait plaisir déjà, pour plein de raisons déjà. C'est bien toi, tu rassures-nous, c'est bien toi. À moins que j'ai plagié quelqu'un de ce qui est possible, donc on va peut-être en entendre parler, je ne sais pas. Mais c'est vrai que par principe, ça serait quand même pas mal que le jeu sorte via la personne qui l'a créé pour plein de raisons. Déjà, j'ai bossé dessus. C'est jamais très agréable moi, ce qui me fait super mal au cœur. Honnêtement, ce qui me fait le plus mal au cœur dans cette histoire, c'est de voir des gens sur le Facebook officiel du jeu de plateau dire que c'est génial, c'est super, je vais le prendre, quel super jeu. Ça me fait plaisir parce que quelque part je l'ai un peu créé le truc, mais quelque part voilà, c'est pas moi quoi. Donc oui, bon, ça c'est peut-être de l'ego mal placé, hein, on va dire ça. Mais voilà, ce que pour moi, l'idéal, effectivement, c'est que cette histoire-là se termine, que Wonder Dice en vendent un peu ou pas, ou qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Je suis pas là pour leur souhaiter du mal, même si quelque part je pourrais. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment donné, cette histoire, en fait, on tourne la page là-dessus et que je puisse développer moi-même mon jeu avec un éditeur qui a envie de travailler et puis que ce jeu sorte. Voilà. Et du coup, il sera peut-être même pas très loin de la version de Wonder Dice. On va essayer de pas faire la même chose parce que ça serait un peu compliqué quand même, ça serait gonflé aussi. Je pense qu'on a tout dit. Eh ben ok, pas de problème. François, merci. Merci à toi. Et puis honnêtement, on verra ce que donnera la suite des événements. J'ignore complètement. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, ça me dépasse un petit peu, hein, même si je suis au cœur du truc et enfin, c'est plutôt mon jeu qui est au cœur de cette histoire, en espérant effectivement qu'on arrive à avoir un jeu qui sorte et qui soit avec le nom de l'auteur légitime, ça serait sympa. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Aldébaran et Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir déjà. Oui, par rapport à toute cette histoire qui est un peu
enflé. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont se découvrir au détour de cette histoire, qui savent pas qui vous êtes. Donc si vous pouvez peut-être rappeler un peu votre parcours, l'histoire de votre entreprise. Alors oui, c'est vrai que c'est une histoire un petit peu longue. L'histoire de notre entreprise, en fait, elle démarre en fait il y a longtemps où en fait moi j'ai changé de voie par rapport à mes études et j'ai choisi de me donner un an en fait dans de faire ce que j'aime et dans le jeu de société. Donc j'ai décidé d'essayer de créer une structure pour publier des jeux et j'avais été en relation avec les personnes qui ont fait le jeu Ascension. Donc maintenant c'est Stoneblade Entertainment. Et j'étais en relation très proche avec eux, je les avais même rencontrés, et on était sur phase de faire quelque chose. Alors j'avais une expérience, pareil, pour faire les contrats, etc. Donc ça avait pris un petit peu de temps de rechercher un petit peu tout ça, comment on pouvait mettre les choses en place. Et finalement, c'était Asmodée qui passait derrière. Il m'a dit, désolé, au dernier moment, enfin, moi j'avais pas la structure et surtout aussi pas l'argent pour pouvoir répondre à tout ça. Du coup, j'avais perdu. Donc j'étais un peu mécontent. C'était plutôt on va dire. Je travaillais dans une grosse boîte de street marketing et finalement il n'avait pas voulu me prendre en CDI. Du coup j'étais vraiment sur quelque chose je vais faire quelque chose que j'aime en fait. Et je faisais des études de RH et je voulais pas non plus, donc je voulais faire vraiment quelque chose que j'aime. Donc je me suis dit on va faire quelque chose dans le monde du jeu et là on va créer un jeu, on va trouver une solution. On s'est fait prendre de cours, on va trouver une solution. Et j'avais des amis qui étaient dans le monde du jeu. Puis moi, j'avais des associations. J'organise beaucoup de choses en fait en termes d'événementiel avec Nathanaël qui fait partie de nos assos. Et à ce moment-là, on est venu avec à me proposer des concepts. Enfin, pas vraiment proposer des concepts. Tiens, Aldé, j'ai ça comme idée, mais j'en ferai jamais un jeu. Et puis finalement, on est parti sur quelque chose. On a réussi à sortir un produit. À essayer d'un peu de percer sur tout ça avec un petit peu d'aide monétaire de proches parce que finalement on part avec zéro capital dans cette histoire. Nathanaël lui il est venu me rejoindre, il était d'abord on était dans l'association, il est parti en Guyane, on se connaît depuis 13 ans, il est venu me rejoindre, il a dit oui Aldé écoute je te suis dans l'association, vas-y on fait un truc aussi, je suis cette entreprise, on veut faire quelque chose ensemble, ça serait cool. Et du coup à partir de ce moment-là on a impliqué un petit peu tout le monde, je travaillais aussi avec Ankama sur le jeu organisé, je participais à des choses via mon asso et pas mal de choses comme ça. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé en fait. On a voulu faire commencer par un jeu de société, établir en fait une éditoriale culturelle justement pour que le jeu de société puisse bénéficier de cette image culturelle qu'elle n'a pas aujourd'hui, prendre position sur certains. Disons une reconnaissance officielle. Oui, c'est ça. Une reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait elle l'a. Cette reconnaissance, que ce soit par la communauté des joueurs, ou même déjà des gens qui sont par exemple extérieurs même au monde du jeu, si on leur demande si le jeu de société est un produit culturel, ça va leur venir spontanément à l'esprit, oui. Par contre, il n'y a aucune reconnaissance officielle, aucun texte qui le reconnaît en tant que tel. On ne profite pas par exemple de certains avantages que profite l'univers du livre, ce qui est dommageable à la fois et pour les éditeurs et pour les auteurs puisque du coup les marges et les pourcentages ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a véritablement voulu nous travailler sur des univers thématiques justement qui rapprochaient encore plus le jeu de l'univers culturel. C'est pour ça que le premier jeu s'est fait sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, que là le deuxième jeu se fait sur le thème d'Alien. Et véritablement, on voulait finalement rapporter au jeu de société une dimension culturelle encore plus proche et le montrer finalement à un plus grand public et séduire. Quand je dis grand public, c'est-à-dire effectivement il y a le milieu du gamer, il y a le milieu des geeks, etc. Et même dans le milieu des geeks, il y a beaucoup de joueurs, mais pas forcément de jeux de société. Et dans ceux qui aiment les univers comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, les contes, les romans, etc. Ils sont intéressés par des univers, mais ne connaissent pas forcément le monde du jeu. Pourtant, ils sont dans le monde de la culture. Donc en fait, c'était essayer en fait de faire percer aux jeux de société ces milieux-là, et d'aller récupérer finalement un nouveau public et finalement d'élargir en fait la communauté du jeu de société à ces cercles qui pour nous, en tout cas dans notre conception, sont extrêmement
extrêmement proches et pourraient finalement apporter beaucoup à notre milieu et d'ailleurs s'inter-apporter, puisque finalement les autres milieux qui gravitent aujourd'hui du jeu de société, puisqu'un jeu de société se fait la plupart du temps avec une thématique assez forte, tous les éditeurs essayent finalement soit de créer de nouveaux univers, soit d'en emprunter d'autres et de le transcrire. Nous on voulait poursuivre cette optique là et essayer véritablement de faire reconnaître le milieu du jeu de société finalement comme un produit culturel. Donc en fait ça c'était la ligne éditoriale de base de l'entreprise. D'ailleurs on a sorti des livres et on a annoncé au salon du livre qu'on sortirait un jeu. Donc on a fini de le développer. Bon après on a beaucoup bossé, on a quand même 13 jeux dans les cartons. Donc Alien c'était le plus pressé parce que il y a les licences, il y a les droits et tout ça, mais on a quand même bossé sur 13 jeux, on a sorti 2 livres, après on a fait de l'événementiel aussi. En fait c'est une boîte un petit peu multiservice au départ avant de se concentrer que sur la partie édition, puisque finalement il faut bien, on faisait de l'associatif, on faisait un peu de consulting, on faisait du jeu organisé, donc l'événementiel très vite avec cette notion culturelle. En fait on a voulu faire le livre, le jeu, les événements dans les galeries marchandes sur ces univers, vraiment en fait le package univers culturel avec les différents produits qui s'y rapportent. Oui, par exemple, sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, alors bon là le monde du livre c'est un peu différent, il n'y a plus de droits à partir de 70 ans, donc en fait les droits d'Alice sont libres à la réinterprétation. Donc en fait ce qu'on a fait directement, c'est-à-dire que on a pris cet univers culturel, on l'a mis en jeu de société et on s'est dit on va en faire de l'événement, c'est-à-dire que véritablement pour à la fois publiciter l'univers en lui-même, cette réinterprétation graphique qui a été fait par un illustrateur et notre réinterprétation de l'univers au niveau des règles et du background, on va essayer de l'amener effectivement à un plus large public. Donc en fait on a fait par exemple des CE d'entreprise, on a fait des interventions dans des galeries marchandes, alors toujours autour du jeu de société, c'est-à-dire effectivement on a une entreprise qui est à l'heure actuelle multiservice, mais la chose qui relie tous les services qu'on fait, c'est le jeu. On a même organisé un colloque pour Airbus Group de physique sur la fusion froide, un colloque international où finalement les découvertes qui avaient été faites étaient grâce à la théorie des jeux. Et du coup, on a organisé l'événement, on a fait jouer les physiciens à nos jeux et on a organisé tout le truc. C'est comme ça, voilà. Vraiment. Et là, on a un bouquin de physique qui est vendu du coup dans les universités des États-Unis. Donc oui, voilà. On peut vite perdre en fait en fonction de tout ce qu'on peut faire. Et du coup, donc l'histoire du jeu Alien, voilà, comment ça s'est passé en fait? Comment vous êtes arrivé sur ce jeu? Alors, c'était il y a 4 ans. On était du coup sur un salon, enfin un petit événement Epitech dans une école d'informatique, il me semble à Toulouse, qui a été organisé par Edge et Sébastien Norès du TGS du coup. Donc on était à cet événement, Stéphane nous avait dit venez, donc on y allait, c'était sympa et à ce moment-là il y avait du coup François Bachelard qui présentait prototype Nostromo. Bon, moi j'avais fait pas mal de discussions, je n'avais pas rentré trop tard, puis je me suis dit, j'ai quand même me posé, ça a l'air sympa. Et je me suis posé, et je crois que j'étais avec des gens de Edge aussi, on a fait la partie ensemble, j'ai trouvé le jeu très sympathique. Et je me suis dit, purée, ça serait bien comme nouveau truc. Alors après, bon, il y a tout ce qui est licence et tout, parce que François voulait voulait son jeu sur la licence, il voulait pas trop déroger de ça. Et donc du coup, moi, après ça, je lui ai dit que c'était super sympathique, franchement, c'était vraiment super ce jeu. Je m'étais bien amusé. Bon, il y avait des choses à revoir, je pense, mais je pense qu'il y avait vraiment un potentiel, en fait, et faire quelque chose. Nous, on était intéressés, du coup. Du coup, il m'a donné ses coordonnées, je lui ai envoyé un mail pour lui dire, voilà, du coup, voilà, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble sur le projet? Moi, je suis toujours intéressé, du coup, je te confirme bien. Et il m'a dit que du coup, que Gilles, du coup, qui est son ami, qui est le patron d'Edge, avait réservé le jeu, que normalement il devait le sortir avec lui, qu'il travaillait normalement avec Edge depuis un certain temps sur différents projets, et que du coup ça devait sortir. Je lui ai dit bon écoute, très bien, enfin je veux dire, j'étais un peu déçu en moi, et puis bon, on a continué comme ça. Mais j'avais quand même fait les démarches du coup entre temps pour voir par rapport à comment récupérer une licence, parce que finalement c'était quelque chose de... C'est-à-dire c'était pas un sujet qui se rapportait uniquement au jeu à l'époque de François Bachelard.
C'est-à-dire que on avait déjà cette ligne éditoriale finalement en tête. On voit quelqu'un qui propose un jeu finalement sur un univers qui en plus nous plaît, et on se dit bon, c'est bien, il y a effectivement des univers libres de droit qu'on peut réinterpréter, mais maintenant en fait si on veut faire de la thématique culturelle sur des choses qui sont sous licence, comment on fait? Donc en fait, c'est-à-dire que à la base, c'était une question même plus générale que le jeu de François en fait qui est tombé sous nos yeux. C'est-à-dire que finalement, quel est le process? Parce qu'on démarrait à l'époque. Quel est le processus pour obtenir une licence? Voilà, c'est la question qui s'est posée en fait, qui s'est posée dans la boîte. Effectivement, là, on avait l'occasion d'essayer de faire un ballot d'essai avec Alien. Que ça se fasse en fait derrière ou que ça se fasse pas, c'est voilà, qui c'est qui détient les licences? Par quel créneau on peut passer pour essayer d'en obtenir une? Finalement, quel coût ça peut avoir? Parce que c'est pour nous c'était un enjeu en fait de façon future de l'entreprise, et de façon à un moment donné il fallait remettre les mains dans le cambouis. Donc en fait ça nous a donné l'idée de base de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer d'aller chercher comment on récupère une licence tout simplement. Et ça s'est passé comment justement? Alors Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. En fait, on a appelé plein de services différents, on est tombé sur des répondeurs, etc. On a fini, par chance, par trouver un contact qui nous a répondu, que j'ai eu au téléphone, et qui m'a expliqué, du coup, comment ça fonctionnait, et que ça allait me coûter beaucoup d'argent. et du coup, je lui ai dit que j'ai peut-être quelque chose, j'aurais peut-être un jeu, et peut-être dans le futur, etc. Voilà, c'était pour me renseigner, et que du coup, je reviendrai vers lui pour conclure si jamais on avait un deal, si jamais j'arrivais pas à la licence, ou si nous on avait une autre licence en tête, voilà, c'était vraiment très informatif. Donc du coup on a laissé court finalement, et pour la petite histoire, 2 ans plus tard, oui vas-y. Pour la petite histoire, parce que ça intéressera peut-être les internautes de savoir effectivement le processus pour aller entre guillemets chercher une licence. Il y a des entreprises qui gèrent des portefeuilles de licences, c'est-à-dire qui ne gèrent pas une seule licence, mais qui gèrent finalement plein de licences, parce que il y a des licences tellement grosses que finalement faire un service interne pour promouvoir, vendre la licence, etc. et tout ça, non, il y a des boîtes spécialisées qui s'occupent de ça. Donc en fait, on est tombé sur une personne qui travaillait dans l'une de ces boîtes-là, et même si le deal ne se faisait pas avec lui, on s'est dit écoute, on est tombé sur une boîte qui fait ça, c'est le moment en fait de poser toutes nos questions, qui nous file potentiellement d'autres contacts, enfin finalement qu'on apprenne exactement comment ça se passe. Donc en fait il nous a donné les informations, et nous on est passé sur ça, on s'est fait bon, on a potentiellement un contact, mais surtout maintenant on sait à peu près comment ça marche, comment aller voir. Certaines personnes gèrent leur licence en interne, tout le monde ne les donne pas à une boîte tierce, c'est au choix. Donc en fait voilà. Effectivement, pour reprendre ce que disait Aldébaran, 2 ans plus tard, on apprend que François Bachelard va faire une démonstration de son jeu au TGS. Mais son jeu n'est toujours pas publié. Donc après on est tous toulousains, c'est une petite ville. On a entendu ça, on a fait mais tiens, en 2 ans il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors, on sait très bien que le processus d'édition et finalement de remodélisation d'un jeu peut être parfois extrêmement long, surtout sur des sujets aussi ardus que, par exemple, obtenir une licence, etc. Donc on s'est dit bon c'est bien, il faut aller le retester. Alors malheureusement, que ça soit pour Epitech ou au TGS, j'étais pas sur place. C'est Aldébaran qui y est allé. Donc en fait, il est allé retester parce que finalement ça faisait 2 ans quoi. Déjà. Ça faisait 2 ans, et en fait nous à l'époque, parce qu'aujourd'hui on sait que ça peut être long les processus, on trouvait finalement que l'industrie du jeu était très lente en fait en termes de sortie. Nous Playme, on a fait ça en 1 an. À part les problèmes de distribution en fait finalement, et de cash qu'une entreprise peut avoir. Logiquement on s'est dit mais c'est pas possible que, enfin moi je me suis dit en tout cas que c'est pas possible que en 2 ans avec un jeu qui est quasiment terminé, avec un peu de travail dessus et une licence, il soit pas sorti, ou qu'il n'y ait pas au moins une annonce, ou que finalement il n'y ait pas quelque chose. Donc du coup j'ai décidé d'aller au TGS Spring Break pour voir François en fait, et lui dire bon je vois que t'es encore là avec ton jeu,
voilà, parce qu'il me répondait pas par mail, il me semble, je lui avais répondu un mail. Enfin, dans tous les cas, je suis allé le voir. Si, il t'a répondu. C'est pour ça, oui, je lui ai demandé comment ça se passait, il m'a dit qu'il serait au TGS, c'est pour ça que j'étais au courant qu'il allait au TGS. Non, mais on savait déjà avant. On avait entendu parler, et du coup, c'est comme ça que tu lui as envoyé un mail pour t'enseigner, et il t'a invité à venir le voir au TGS. Ah oui. Ça fait loin, ça fait un moment, mais il me semble que c'est comme ça que dans tous les cas, je suis allé le voir, il m'a dit, écoute, non, et puis il m'a dit, de toute façon, écoute, moi, j'ai aucun engagement, vraiment sur ce jeu, enfin pour l'instant avec Cage, ils ont réservé plus ou moins les trucs, etc. Je sais même pas quels ils vont prendre. Écoute, je vais aller les voir. Donc je sais que tu veux faire quelque chose et que tu peux avoir la licence, parce que finalement, je veux dire, bon voilà, je me suis renseigné, je sais comment faire, peut-être que je peux, mais avant de me prononcer plus sur m'y engager en fait et dépenser du temps et de l'énergie, je vais être sûr d'avoir le jeu. Parce que quand moi je vais leur présenter en disant voilà, j'ai un truc, faut que j'ai quelque chose quoi. Et il me dit écoute, voilà, je vais faire le nécessaire avec Edge. Donc normalement il m'a dit qu'il avait ramené tous ses protos pour que les gars ils valident, ils disent voilà, je prends pas ça, je prends ça, je sais pas. Et du coup il m'a dit c'est bon, normalement c'est bon, le jeu est libre, tu peux le présenter si t'as la licence, on peut partir ensemble. Et à ce moment-là du coup j'ai lancé la machine au niveau de la licence. On a bien ramé. Et puis il fallait aussi avoir des partenaires. Et en fait, entre temps, nous avec Playme, du coup, notre jeu avait été publié par Cool Mini or Not aux États-Unis. Pourquoi on nous n'a pas donné plus suite en France, en fait, c'est parce que c'est un problème de cash. De toute façon, c'est un problème d'argent. On n'avait pas le dépôt vente, même si le jeu s'est bien vendu, et le paiement plusieurs mois après, c'était un peu compliqué. Et puis on était allé à Essen. On a dit on va à Essen. Voilà. Et là, Cool Mini or Not est arrivé, quoi, Asmodée l'a pas pris, parce qu'ils nous avaient vu au Asmodée Gaming Night, où on avait présenté le jeu à tout le monde. Moi je vous le prends, vous voulez combien? Donc du coup on a vendu notre licence à Cool Mini or Not pour qu'ils puissent faire quelque chose là-bas, et on avait apparemment quelque chose d'assez c'est avant qu'ils rentrent en bourse, qui est toutes ces histoires, donc assez partenaire, un vrai partenaire où on va travailler ensemble sur les produits, on va faire en sorte que finalement on va pouvoir vous aider sur le développement des produits, et on part vraiment on prend le jeu et puis on va en faire d'autres en fait finalement. C'est ça. Et surtout tenez-nous au courant, on peut faire des choses ensemble. Et puis sur Playme par exemple, on a parlé des règles, tout ça, ils auraient aimé être un peu plus impliqués. Puis on leur a fait une modification de carte au dernier moment en une nuit. Mais non, même sur la version américaine, il y a un deuxième. Pour ceux qui connaissent le jeu Playme, il y a un deuxième Jabberwocky qui est finalement le entre guillemets boss dans le jeu, qui a été créé en fait avec nous et Cool Mini. C'est-à-dire que Cool Mini nous a proposé un principe de règle. Il a fait on aime bien votre jeu, etc. Bon, il fait certes il est finalisé, mais finalement à l'époque ils avaient encore le studio de création Guillotine Game, etc. Donc ils avaient toute leur team créatif. Nous on aimerait bien en fait si on doit travailler dans le futur, on aimerait bien être impliqué dans le futur développement de vos jeux. Donc vous nous présentez des concepts et puis il y a pas de souci, on le développe ensemble. Et du coup sur Playme ils sont permis de nous donner des conseils, leur vision, etc. et tout ça. Nous on a été ravis. On fait si ça peut marcher comme ça, pas de problème. Et du coup effectivement il y a cette carte, ce deuxième boss finalement dans Playme, dans la version des États-Unis, grâce finalement à Cool Mini or Not. Alors après on a essayé de faire ensemble des ajustements de règles, etc. Mais ça s'est fait. Après, à un moment donné, ils avaient un problème effectivement avec une carte, donc et ça devait partir à l'impression le lendemain. On a retravaillé tout le graphisme de la carte, essayer de ressortir un truc. On fait la direction artistique dessus parce que finalement, on est une assez petite équipe, mais nous, il fallait que ça recolle au précédent design, que ça reste dans l'esprit. Donc, on a passé une nuit blanche pour essayer de faire ça, et finalement, le jeu est sorti. Donc en fait, comme cette sortie s'est fait à peu près en même temps finalement que l'histoire où on a revu François Bachar, parce que la sortie américaine s'est faite en 2016, si les souvenirs sont bons. Oui, il me semble. Oui, enfin ils ont eu du retard, donc oui. Mais c'était à peu près en même temps. Enfin, on a terminé avec eux, et du coup c'est à ce moment-là que du coup je rappelle. Donc on a dit, mais on a potentiellement en fait un jeu et une licence. Est-ce que ça vous intéresse quoi? Et surtout, si on va s'engager sur cette licence, est-ce que vous nous soutenez financièrement? Parce que, en fait, à part le chèque que vous avez fait,
Voilà. et qu'on avait commencé à travailler sur d'autres projets et tout. Donc en fait, il faut payer l'équipe, il faut faire des choses. Donc ils se sont dit, bah écoute, ah ouais, ça nous intéresse énormément, etc. et tout. On te soutiendra financièrement, etc. Il y a pas de problème. Donc du coup, je commence à négocier, etc. J'envoie même des documents à Community or Not pour qu'ils disent combien ils pensent en faire d'exemplaires, qu'est-ce que je dois mettre, etc. dans les cases, et que du coup, je peux bien dire que finalement, ça sera Community or Not qui fera le produit avec nous, etc. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on a négocié la licence, en fait, avant tout contrat de licence, il y a ce qu'on appelle un guide mémo. C'est-à-dire dans le guide mémo, il faut y mettre des informations assez précises, comme par exemple le prix de vente public du futur jeu, le nombre d'exemplaires finalement qu'on pense vendre sur la licence, quels seraient nos partenaires de distribution, faire un camp de prévisionnel, c'est un cahier des charges et aussi le nom du jeu supposé. Donc en fait, on avait le jeu de François Bachelard entre les mains. Bah, du coup, ça sera Nostromo. C'était le. Oui, c'est ça. On avait mis Alien USCSS Nostromo parce qu'on comptait faire des déclinaisons, c'est-à-dire aussi que en fait finalement c'est comme pour Plenty de points Alice in Wonder Dice, on comptait faire Alien USCSS Nostromo, Alien USCSS Covenant et faire une extension peut-être LV426. Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient prévues. Du coup, c'est pour ça qu'on avait mis ce nom-là. On s'est dit bon voilà, on va pas mettre juste un nom de jeu et puis c'est tout. On va mettre une déclinaison, comme ça on pourra se permettre de faire des déclinaisons dans le futur. La petite originalité dans notre contrat avec la Century Fox, c'est que alors Covenant malheureusement non, ce n'est pas possible. Enfin pour le moment, à moins de faire un avenant. On a la licence Fox sur 3 ans sur les 4 premiers films de la saga. Voilà. En worldwide, ce qui est, il me semble, une première, puisque même des éditeurs comme Upper Deck, par exemple, n'ont finalement que la langue anglaise. Et au moment où vous négociez cette licence, etc., vous n'avez toujours pas signé, en fait, avec François un contrat, je sais pas. Alors, en fait, on avait dit à François que nous, en fait, on est rentré en contrat avec Community or Not, qu'on était en contact avec les licences, et que derrière, en fait, finalement, fallait de toute façon que son jeu soit validé. On peut pas se permettre, en fait, de sortir, enfin, de s'engager sur quelque chose qui n'est pas sûr. Donc nous, on se bat pour avoir la licence. Ensuite, une fois qu'on s'est battu pour réussir à l'avoir, on a donné le jeu à Community or Not, même entre temps, en fait, parce que ça s'est fait, enfin, on a donné le jeu à Community or Not. Il a dit ok, mais il faut que vous nous envoyiez un prototype, un machin, enfin faut qu'on le teste, faut que etc. et tout ça. Donc et puis nous il y avait la licence qui était pas encore sûre d'un côté. Enfin vous voyez c'était on remplit le guide mémo. Enfin c'est-à-dire que là on était dans un espèce de flou. Alors déjà la première chose c'est qu'on n'avait jamais fait ça. Ça demande des procédures et des processus qui à l'époque nous échappaient complètement. Enfin on était en négociation à la fois avec Community or Not, à la fois avec un auteur et à la fois avec la Century Fox. Alors notre tête elle était véritablement à courir partout et à finalement pas savoir où donner de la tête ni même dans quel ordre. Parce que finalement, nous, on est pressé par ça. On est pressé par Codini qui nous dit, bah alors, où est la licence, où est la licence de la Fox? On est pressé par la Fox qui nous fait, bah alors, vous remplissez ce guide mémo. Et nous, derrière, on a un auteur à prévenir qui nous demande finalement des infos. Et on lui dit, on sait pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mails, mais il y a eu quelques coups de fil. Mais bon, après, de toute façon, c'était compliqué. Ensuite, derrière, du coup, une fois qu'on a finalement, après un an de négociation, eu la licence, on avait quand même commencé à travailler un peu sur le jeu, parce qu'on s'est dit, purée, ça prend un temps fou, on va jamais finalement arriver à sortir le truc. On nous dit oui, machin, etc. Donc, en fait, on va pas arriver à sortir le truc. Du coup, on dit à François, bon écoute, on va parler un peu, ce que je vais l'appeler pour, je crois, lui poser quelques questions sur son jeu. Je lui dis, on a discuté, puis Community or Not dedans a mis du temps aussi à énormément venir nous répondre, puisque on leur a présenté le jeu quand à eux en fait. Si mes souvenirs sont bons, c'était à Essen 2016. Non mais on leur avait envoyé les infos parce que François Bachelard a partagé en fait tes informations avec nous sur notre Dropbox pour qu'on puisse finalement déjà traduire, parce que finalement on a traduit en anglais et tout, on a donné les 2 versions à Community or Not pour qu'ils puissent se faire une idée. Alors on n'était pas forcément très anglophone à l'époque, non on est beaucoup plus, mais et pour qu'ils puissent regarder ça. Et c'est vrai que eux finalement ils étaient aussi dans tous leurs problèmes à eux entre guillemets, donc ils ont mis un petit peu de temps
à nous répondre, et on les a revus, on les a un petit peu harcelés aussi sur ça, parce que nous ça se concrétisait, pour les voir sur Essen. Ouais, c'est ça. Et là on leur a dit, on leur a présenté en fait le jeu, et puis on a toujours attendu un retour finalement. Donc on n'a eu qu'un call plus tard pour nous dire finalement, pour nous poser des questions sur le jeu, et surtout pour voir. Et on a reçu un mail en disant finalement, non, c'était Stéphane, parce qu'on avait pas Stéphane, David, on a eu la licence, et là on leur a dit, bon, on a la licence, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un soutien financier, parce que maintenant nous, on doit payer. et c'est là que ça a été plus compliqué. Là ils nous ont dit finalement, le jeu non. Alors on leur a dit pourquoi, et ils nous ont dit parce que. On leur a dit, on veut vraiment que vos équipes créatives nous fassent un retour, parce que comment on peut finalement travailler sur un produit si on n'a pas de feedback? Surtout qu'ils étaient intéressés, encore une fois, faut le rappeler, à travailler sur le développement d'un produit. Donc on lui a dit, c'est pas grave, on le développe ensemble. Derrière aussi, il y a un auteur. C'est pas un problème de retravailler sur le concept. Vous nous aviez proposé, on l'a déjà fait finalement pour cette règle de Play Me. Pourquoi on le referait pas? Donc en fait, si vous refusez le jeu et sans vouloir travailler dessus, c'est qu'il y a des raisons, il y a un choix, il y a un choix de distribution ou éditorial derrière, et du coup on aimerait un retour écrit et assez complet et exhaustif de la part de vos équipes pour savoir pourquoi ça va pas, quoi. Finalement, ils ont mis le temps à l'écrire. Je crois ils ont mis une semaine, 2 semaines, peut-être un peu plus, mais bon, ils ont mis suffisamment de temps pour que ça. Ils ont mis suffisamment de temps pour que derrière, en fait, la Fox nous dise, bon, vous la prenez cette licence ou vous la voulez pas, ou finalement vous la voulez pas? Non, parce que le guide mémo était rempli. Cool Mini or Not s'était déjà inscrit en tant que partenaire. Le contrat était fini de rédiger, je crois. À ce moment-là. Oui, c'est ça. Le contrat était fini de rédiger dessus, et il ne restait plus qu'à nous à poser la signature en bas. Mais poser la signature en bas, ça veut dire dépenser l'argent. Très concrètement, parce qu'une fois que tu as signé, le deal est c'était, il faut envoyer la monnaie, et voilà. Donc en fait, avant de faire cette dernière étape, nous, il nous fallait que Cool Mini or Not soit d'accord pour finalement faire ce jeu. Après revenir vers François Blachlar, qui avait déjà reçu un premier contrat, puisque vous demandiez s'il avait reçu un contrat. Alors oui, alors malheureusement dans toute cette comment ça s'appelle, cette frénésie qu'on avait, on avait fait une faute de frappe sur le contrat, parce que nos contrats, en fait, il y a des pourcentages sur les ventes progressives, en fait. C'est-à-dire que bon, là c'était en licence, donc en fait on se doutait que normalement on devrait avoir un certain volume, et en fait on lui a proposé des pourcentages en fonction du nombre d'exemplaires qui a augmenté, parce que nous non plus on n'avait pas forcément de cash, et on s'est dit c'est normal que si le jeu se vende beaucoup, l'auteur soit plus rémunéré, et que finalement ils prennent le risque un petit peu avec nous, puisque finalement c'est son jeu aussi, c'est son système de règles, etc. Donc c'est normal que tout soit partagé. Nous on a pris le risque financier de la licence, etc. On s'est démené aussi, donc on trouvait ça normal. Et finalement ça nous dérange pas de donner plus d'argent à un auteur si le jeu se vend très bien. Donc en fait on avait fait un contrat par palier. Seulement il y a un palier où il manquait, en fait, il y avait un vide, en fait, et l'auteur nous en avait fait le retour, et il nous avait dit c'est bien, moi sur le principe je suis d'accord, mais j'aimerais savoir, en fait il y a un trou entre temps et temps, et j'aimerais savoir combien je gagne, quoi. Et moi je l'ai eu au téléphone, c'était en été, je crois, je l'ai eu au téléphone pour le tenir au courant, et je lui ai tenu un peu au courant de tout ça, de tout ce remue-ménage, et sur le fait que finalement c'était que on trouverait on s'était mis qu'un accord qu'on trouvait un terrain d'entente. De toute façon c'était pas, je veux dire, c'était juste des pourcentages et un truc des lignes à rajouter, et c'était aussi en fonction du deal qu'on avait avec la Fox, avec Comini, il y avait trop de paramètres en fait, et que pour l'instant en fait en plus on savait pas pour son jeu quelque part, il y a pas de réponse en fait de personne. Donc c'était dans ce flou-là, on essayait de convaincre Comini or Not de prendre le jeu, la Fox de la faire attendre. Enfin c'était un peu tendu. Sur ce, le mail de Cool Mini arrive et le retour de son équipe. Grosso modo, ils nous disent en substance que c'est entre un loup-garou-like et un Whitechapel, que le concept du jeu en fait est largement familial, que ça ne correspond absolument pas à leur ligne éditoriale, surtout en fait ça aurait pu correspondre à leur ligne éditoriale, mais pas sur une licence alien.
Et on fait une licence Alien, il faut faire quelque chose avec une mécanique beaucoup plus cohérente que ce qui a été envoyé là, avec un public à destination plus gamer. En plus, on attaque là avec Nostromo, la légende finalement du premier film. On peut pas se permettre de faire un jeu familial parce que de base la cible de toutes les façons voilà, si on prend les fans de 79 et il a fait notre autre problème, c'est-à-dire qu'on ne voit pas même finalement avec beaucoup de travail comment finalement avoir une mécanique de jeu en restant sur cette base-là. En restant sur cette base-là, avoir une mécanique de jeu cohérente, parce qu'il fait par contre l'adaptation au film du jeu est bien, il y a pas de souci, mais avoir une mécanique de jeu cohérente et qui s'adresse en plus à des gamers. C'est ça. Pour eux, le problème c'est la cible en fait. C'est plus la mécanique. C'est la cible c'est la cible et la mécanique et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit bon ben en fait. Vous ferez limite mieux de nous proposer un autre jeu. Et nous, on signera pas rien du tout tant que finalement on n'a pas une base de jeu qui nous intéresse. Je me demande même s'ils avaient vraiment la volonté de le faire. En fait, je pense qu'ils ont juste été super étonnés qu'on récupère la licence en fait, et que du coup ils se sont retrouvés sous le fait accompli. Ils venaient de rentrer en bourse, il y a tout qui chamboulait chez eux. Et que le jeu soit bien ou pas, en fait, est-ce qu'ils voulaient vraiment en fait partir sur quelque chose comme ça avec nous? Je sais pas. Il y avait un peu tout. Bon, après, en tout cas, on les a au moins eu. Ils nous ont fait un mini retour, et en gros, ce qui leur sort, c'est ce qu'a dit Nathanaël. Bon, après un refus de Edge, un refus de Cool Mini or Not, on se posait des questions aussi. Est-ce que fréquemment, en fait, on n'a pas juste un bon souvenir d'Epitech il y a 2 ans, donc, enfin, je sais plus combien de temps. Donc sur ce qu'on se dit, si le jeu avait été refusé par Edge à l'époque dans l'état, et que Edge finalement n'est pas parti dessus, et que Cool Mini or Not fait exactement le même retour, nous ça a beau nous plaire, mais il y a peut-être un problème au niveau du jeu, quoi. Et puis comment on s'en sort et maintenant qu'on a soulevé tout ça, soulevé tous ces efforts, comment on s'en sort avec la Fox? Est-ce qu'on passe pour des idiots, ou est-ce qu'on passe pour des idiots, par exemple auprès de la Fox directement, puisqu'on a passé par la Fox directement, auprès des autres agences de portefeuille de licences qui pouvaient potentiellement nous proposer d'autres licences, et finalement qui a engagé du coup le futur de notre entreprise en leur disant non, vous inquiétez pas, désolé, après avoir remué tout ça, vous avoir fait signer les contrats, mis des batteries d'avocats finalement après un guide mémo qui était rempli pour nous faire un contrat, faut dire non, finalement non. Donc en fait, on était conscient que sur ça, on jouait notre boîte, et on s'est dit il faut faire quelque chose, il faut prendre un risque. On n'a plus de soutien financier de la part de Cool Mini or Not. Est-ce que on a le temps maintenant tout de suite de lui reproposer un nouveau jeu? La réponse est non, parce que la Fox derrière pressait en disant pourquoi vous n'avez pas encore signé? On vous a envoyé le contrat, c'est fait, on veut la signature en bas du papier, donc voilà. Donc du coup, on a fait comme on a pu pour rassembler tous les fonds. Donc on va pas tomber non plus entre guillemets dans le pathos de la galère que ça a été pour rassembler la somme qui était demandée par la Fox. Il y avait la somme pour la rassembler, il y avait le fait que nous on avait négocié quelque chose assez d'énorme au niveau worldwide, et surtout que pour être au niveau worldwide, surtout aux États-Unis, ça veut dire négocier avec les différents acteurs qui sont déjà détenteurs de la licence pour qu'ils soient d'accord pour que vous rentriez dans toutes les branches de tous les pays ont signé ce contrat. Et on a dû voir avec il y a eu le leak de Gale Force 9, on a dû voir avec Upper Deck, enfin on a dû voir avec, pour être sûr que tous les acteurs en fait acceptent qu'on rentre sur le marché avec eux, sachant que on avait un jeu qui était sur la même licence quelque part, sachant qu'en plus nous on a les 4. Donc voilà, c'était et finalement d'ailleurs Gale Force 9 et Upper Deck nous ont laissé la possibilité de rentrer. Alors eux, comme on l'a dit, n'ont pas la licence worldwide, mais ils ont le terrain anglais. Oui, parce qu'il y a plusieurs types en fait, il y a le type de langue, il y a le type par pays. Enfin, c'est un petit peu, ça dépend des conditions qu'ils ont, donc on les connaît pas toutes exactement, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'ils sortent des journaux. Mais si on veut forcément avoir une percée sur le marché anglo-saxon finalement, et aux États-Unis, il nous fallait l'autorisation des licenciés qui possédaient déjà ce territoire. Là, du coup, vous partez donc à développer le jeu.
Oui. Alors là, du coup, on part à développer le jeu. Pourquoi on part à développer déjà un nouveau type de jeu à la base parce que en fait, Cool Mini or Not a refusé. En fait, le problème c'est qu'on est mitigé, c'est-à-dire à ce moment-là, dans ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut créer un nouveau concept de jeu le plus rapidement possible pour le proposer à Cool Mini or Not pour qu'il accepte de nous soutenir financièrement, ou est-ce que finalement on part véritablement sans Cool Mini or Not, on signe avec la Fox, tant pis, allez à Jacques Taest, on verra bien ce qu'on fait après, ou alors finalement on refuse l'opportunité qui nous est donnée. On avait finalement que ces trois choix-là. Le problème c'est que on était pressé, donc en fait on s'est dit bon, Cool Mini or Not, au pire, on peut revenir le voir. C'est-à-dire que finalement, être financière ou pas être financière, il nous a refusé ce concept de jeu. Ça ne veut pas dire qu'il nous refusera le nouveau jeu si ça lui plaît. Donc en fait, proposer un nouveau concept de jeu à Cool Mini or Not maintenant tout de suite, sachant que la Fox nous pousse derrière, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie parce que on risque finalement de perdre la licence. Généralement, ça se trouve Cool Mini or Not va accepter et puis après on va dire à Cool Mini or Not, ah ben on a été trop lent. Finalement on oublie. Donc en fait on a éliminé cette possibilité. Ils n'avaient pas l'air on n'avait pas l'air de vouloir pouvoir retravailler non plus avec eux. C'est ça, parce qu'ils étaient en chamboulement à ce moment-là, et du coup on s'est dit bon voilà, finalement on part tout seul quoi. On part tout seul, donc du coup on rassemble les fonds, on met quand même un certain temps à rassembler. Et on travaille sur le développement d'un nouveau concept sur la thématique alien du Nostromo. On repart finalement avec on refait une refonte complète de tout. On part sur le Nostromo. C'est quoi le Nostromo? C'est un équipage, c'est l'alien. Du coup, c'est un vaisseau. L'équipage doit s'enfuir par rapport à l'alien. Donc c'est quoi? C'est semi-coque, c'est quoi? Enfin voilà. C'est après. C'est un départ page blanche. D'accord. C'est un départ page blanche. Pas à partir du proto. Après, forcément, inconsciemment, on s'en est inspiré que on pouvait pas non plus, après avoir travaillé dessus, le présenter, essayer de trouver des solutions pour que, avec Cool Mini or Not, finalement, Nostromo, si on part sur un jeu thématique, on voulait pas refaire les mêmes erreurs que le jeu de François Hollande. On nous a fait un retour, donc en fait, on est parti sur quelque chose. Vous arriverez pas à faire un nouveau truc. Il y a trop de, il y a ça qui va pas. Du coup, on fait. Et on veut pas un public familial. Alors sur le coup, nous on s'est dit le public familial sur une licence c'est cool parce que ça fait un plus gros marché très concrètement. Et puis après on s'est dit mais c'est vrai que le retour s'attaquait à une anthologie comme le premier film et faire ça sur un jeu familial, est-ce que finalement nous-mêmes qui aimons l'univers alien, est-ce que finalement ce serait pas presque une hérésie? Ça c'est ce qu'on s'est dit, mais par rapport on s'est dit effectivement pour un premier jeu ça serait pas bon, pour un second jeu ensuite après, mais pour faire entre guillemets honneur, est-ce qu'il faudrait pas essayer de retransmettre l'ambiance du film, c'est-à-dire quelque chose justement d'extrêmement oppressant, quelque chose véritablement d'immersif. C'est pour ça que les graphismes qu'on a choisis sont de type finalement réaliste, même pas comics, etc. Avec une charte graphique assez sombre. Donc véritablement tout dans la création et le développement de ce jeu et aller vers finalement les bases et l'indication que nous avait ouvert finalement Cool Mini or Not. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé un retour précis, parce que du fait de notre inexpérience, etc. On avait un vrai retour finalement d'un grand professionnel dans le milieu. On s'est dit on serait bien stupide de pas le suivre. Enfin et ensuite on a regardé tous les jeux aliens qui s'étaient faits, tout ce que j'avais pu faire. On a la Fox en fait voulait un truc ultra thématique sur le 1. Elle voulait pas qu'on déroge. Donc déjà en fait le fait d'avoir 6 membres d'équipage, ça nous a vraiment embêtés. Il fallait 6 membres d'équipage. On voulait pas que le jeu les gens meurent, qu'ils ne puissent plus jouer. Du coup ça a été quelque chose de question. J'ai vu sur le proto de François de l'époque où il a un personnage synthétique, les fameux. Oui. Dans le vôtre, je crois qu'il n'y a pas du tout ce personnage. Alors nous, il y a. C'est un choix de vous, c'est la Fox qui vous a dit pas de synthétique. Non, il y a. En fait, H fait partie de l'équipage comme dans le Nostromo, mais on a considéré que c'était un membre de l'équipe et du coup, nous pour simuler en fait finalement qu'il y a une sorte de traître ou que la Weyland est derrière tout ça. On a des cartes protocoles qui sont en fait des sortes d'événements quand elles sont meulées, qu'elles se déclenchent et qui sont activées par l'alien, qui lui donnent un avantage.
Et c'est ça qui fait qu'il y a la Wayland, Ash, Mother, des choses comme ça. Et le synthétique lui-même, enfin parce que les personnages ont des effets, le synthétique lui-même a un effet qui est finalement qui avantage l'équipage entre guillemets, puisque bon allez, on va faire un petit spoil par rapport au jeu. C'est il a un effet en fait de copier la capacité en fait de n'importe quel membre d'équipage. Alors ça s'explique par deux choses. Déjà, c'est un synthétique, c'est un robot, il est censé savoir tout faire. Les intelligences artificielles dans Alien, c'est quelque chose d'assez cossu. Ça, c'était la première justification de son pouvoir. La deuxième justification, c'est que par contre, lui, quand il activait son pouvoir, donc ça aidait l'équipage, puisqu'il pouvait copier n'importe qui, c'est un pouvoir qui est véritablement extrêmement puissant. Mais par contre, il devait défausser du dessus du deck, donc meuler, les 2 premières cartes du deck. Et il y a 2 conditions de victoire principales dans ce jeu. C'est effectivement que l'équipage perd quand le deck est vide, mais surtout quand c'est meulé du dessus du deck et qu'on tire une carte justement avec un effet synthétique, eh ben l'effet s'active et c'est forcément un désavantage pour l'équipage. Donc en fait, il apporte un avantage et à la fois un désavantage, parce que effectivement dans le film, quand il dit je n'ai pas, enfin je ne connais pas trop vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie, c'est exactement le principe. Donc bon ben finalement je suis pas si méchant, mais bon allez je vous aide, mais vous avez ma sympathie quoi. C'était effectivement pour coller à cette thématique là. Sachant que nous n'incarnons pas les membres d'équipage, donc en fait les joueurs manage l'ensemble de l'équipage pour qu'il y en ait au moins un qui arrive à s'échapper. Donc il y a personne qui est H en fait, personne n'est replay, personne n'est H. Ils doivent gérer l'équipage et au mieux la survie de l'équipage. S'ils arrivent à en faire échapper 3, bah, ça sera mieux qu'un, mais voilà, ils doivent gérer la survie. À aucun moment ils sont le personnage. On a fait un mode où ils peuvent l'incarner parce que y en a qui étaient frustrés justement que les gens meurent pas voilà. Donc on a fait un mode pour satisfaire en fait, on va dire à une certaine fanbase qui fait mais putain Alien, c'est la créature la plus forte tout ça, vous voulez pas tuer les gens, mais si on tue les gens, ils vont pas rester comme ça 15 minutes ou 20 minutes à attendre que il se passe un truc. Ils ont fait vous avez qu'à faire un Murder Core. Et du coup, parce que finalement ça représente Alien, donc en fait du coup on a créé un jeu évolutif avec plusieurs modes de jeu, parce que ça c'est le retour aussi de nos joueurs, c'est-à-dire qu'on a fait playtester en attendant, etc. Par contre effectivement notre erreur en fait sur cette affaire, et c'est ce que finalement nous a reproché François Basselard au téléphone, c'est-à-dire sa grande question à l'heure actuelle. Et c'est la question en fait finalement sur laquelle on a bien du mal à lui répondre en fait, et je pense que c'est une faute très certainement professionnelle de notre part, mais pourquoi en fait, une fois que vous avez la licence Alien, que vous avez rassemblé l'argent, que vous avez eu le truc, pourquoi finalement vous n'êtes pas venu me revoir en me disant écoute, voilà le retour de Cool Mini or Not, fais un nouveau jeu, fais quelque chose, etc. Il a fait vous saviez que je voulais la licence, vous l'avez réussi à l'avoir. On aurait pu finalement travailler ensemble. Oui, parce que c'est une question qui se pose en fait, c'est que vous êtes battu pour la licence et ça fait bizarre de se dire mais vous n'êtes pas battu pour l'auteur en fait. Quelqu'un qui est bon, c'est le métier en fait de développer un jeu, etc. Nous-mêmes on est dans l'univers dans l'univers ludique depuis très longtemps. On a organisé beaucoup de tournois de jeux organisés sur Toulouse et même au niveau national, que ce soit des tournois de Magic, de Yu-Gi-Oh, etc. On est des grands joueurs nous-mêmes. On a une espèce de vision aussi sur l'univers ludique, comme on a essayé de vous la présenter au début. Donc nous-mêmes en fait on aime créer des mécaniques de jeu, etc. On était pressés par le temps, effectivement. Pour nous, en fait, dans notre tête, c'était ce jeu est mort. Finalement, du coup, on a voulu essayer de faire quelque chose. On était dans le stress. Effectivement, on n'a pas donné de réponse. Et ça, par contre, il y a aucun argument entre guillemets au monde qui pourra entre guillemets réparer ça. C'est-à-dire que, faut que les gens essaient de se mettre à notre place et de s'imaginer en fait véritablement la situation dans lequel on était à l'époque. Dans une situation stressante, on fait pas forcément les bonnes décisions sur le moment
moment. On a des impératifs qui viennent qui viennent tout le temps. On était finalement concentrés sur notre truc et puis on est parti. Maintenant pourquoi on n'a pas recontacté finalement François Bachelard? Parce qu'on était dans tout ça. Le dernier mail qu'on a reçu de lui, il me semble que c'était en septembre 2016. Que c'était en septembre 2016 pour nous redemander finalement des nouvelles. Ce mail est passé à la trappe parce que en septembre on était encore en fait dans tout ce jus là. Il n'y avait pas de réponse à apporter. Mais encore, en fait c'est ça. Le truc c'est que c'était juste avant du coup la présentation en direct à Coligny Arnaud pour le convaincre finalement à SM. Oui, c'est ça. Donc en fait, de toute façon, on a dit on ira, grosso modo, on s'est dit on va à Essen, de toute façon septembre, octobre, on voit avec Coligny et puis on le tiendra au courant plus tard. Et nous-mêmes, on sait pas vraiment et effectivement ça c'est dommageable. Mais en fait, à aucun moment on n'a pas voulu travailler avec François Bachelard, on n'a pas voulu pousser son jeu parce que finalement pendant plus d'1 an et demi, parce que finalement ça fait presque 3 ans qu'on est sur qu'on est sur ce jeu, on a essayé de se battre justement pour que ce soit son produit qui soit pris. Maintenant on était inexpérimenté au moment, les grands du marché te disent non et finalement te bloquent. C'est-à-dire que les réseaux de distribution, c'est pas toi qui les as en propre. C'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être distribuer par nous-mêmes le jeu de François. On aurait fait, parce que finalement, qu'est-ce qui était le plus simple pour nous à cette époque-là? C'était pas de se poser trop de questions ni de se lancer dans un développement. C'était d'avoir un jeu prêt tout de suite. Effectivement, s'il y avait 2-3 modifications à faire, on aurait fait François, vas-y fais-les et finalement de le réaliser tout de suite parce que finalement nous ça nous aurait bien arrangé avec tout ce qu'on a investi d'avoir finalement un retour il y a 2 ans en arrière et on aurait je crois qu'on est que 3. Enfin il y a un gars qui s'occupe de la direction artistique et puis il y a nous deux et on doit faire finalement tout, le business, les relations, tout. Et c'est la première fois qu'on avait finalement un auteur. Et j'avoue que quand on a eu la réponse non, etc., avec toute cette merde et tout, on continue, on avance tout droit, on avance en fait. On va pas, je veux dire, s'il y a un moment donné, il est pas revenu vers nous non plus, si vous voulez. C'est ça. Pendant 2 ans, il y a eu c'est comme si avec la Tadael, je lui dis écoute, on voit plus tard, et puis je parle plus pendant 2 ans. Et puis tout le monde du secteur était au courant, c'est-à-dire que Gilles, qui a mis François en fait. Je leur ai dit à Edge que finalement, Coligny avait refusé le jeu et que du coup, on partait sur autre chose. Tout le monde a vu ce proto, tout le monde l'a vu depuis 2 ans de développement de ce truc. Tout le monde nous a dit, venez. On continue à faire des festivals, on continue. Parce que, alors, petite spécificité avec le contrat de la Fox, parce que j'ai vu que sur les posts Facebook, on nous a reproché de ne pas faire de com autour du jeu. Et en plus, on nous a reproché de ne pas avoir la licence. Alors, le problème, pourquoi justement on n'a pas fait de com, c'est justement parce qu'on a la licence. Le problème de la 20th Century Fox, c'est que elle ne veut que rien, en fait, leak avant qu'il y ait validation écrite par elle. Donc en fait, on avait le droit pour des démarchages commerciaux de présenter des choses non définitives, mais à aucun moment on a eu le droit de présenter des choses non totalement définitives au grand public. Tout doit être validé, toutes les règles, tout a été validé en fait et checké par la Fox. Donc du coup, oui, on pouvait aller demander aux professionnels des avis, faire des choses en privé. On a fait ça, on a fait des playtests avec des associations, etc. Donc toujours dans ce qui restait en fait des cercles fermés, mais à aucun moment on a eu le droit à faire un festival. À faire des playtests dessus, mais en mode public, c'est-à-dire venez voir le jeu en cours. Non, c'était fermé, hermétique et on pouvait pas s'échapper en fait de ce carcan-là. Par contre, oui, au niveau de la communauté professionnelle, au niveau des associations, au niveau d'autres auteurs qui travaillent avec nous, parce que comme Aldébaran vous l'a dit, il y a environ 13 jeux qui sont en cours, mais dont d'ailleurs la création est stoppée parce que déjà par manque de fonds on peut pas finir de les développer, parce que en plus effectivement on est une petite équipe, donc en fait pour faire le vrai travail entre guillemets éditorial sur l'évolution entre guillemets d'un jeu, il faut s'occuper du business, faire du travail éditorial, gérer effectivement avec notre directeur artistique, mais en fait c'est des décisions collégiales qui sont prises dans la petite équipe, donc en fait voir
voir avec lui effectivement qu'est-ce qu'on choisit comme graphiste, sur quoi on part, etc. Et en fait, tout ça se fait exactement dans le même temps. Donc, notre temps de réflexion et en fait, on est absorbé 100% du temps dans ce qu'on fait. Et par contre, on a fait appel à d'autres auteurs qui travaillent toujours avec nous sur les prochains jeux pour leur demander conseil et les faire travailler justement sur là, parce que sur l'équipe Under Dice, effectivement, on est principalement 3, mais ça veut pas dire qu'il y a des personnes qu'il n'y a personne qui gravite autour de nous, qu'il n'y a pas des auteurs qui nous donnent des conseils, etc. Parce que finalement, ils voulaient faire partie de l'aventure, et puis c'est quelque chose effectivement qui les motive. Et pourquoi leur demander conseil à eux plutôt qu'à d'autres? Parce que finalement, c'est des amis qui étaient là et qui nous ont dit, moi, je pense que ça, voilà. Et du coup, il a dit, mais attends, je vais te faire un truc, je vais t'aider. Et en fait, c'est juste parce que nous, on était dans le jus. Enfin, oui, vas-y. Si tu peux apporter quelque chose, apporte quelque chose. C'est-à-dire, en fait, les gens se sont proposés, comme on avait déjà des contacts, ils se sont proposés à nous-mêmes, et ils ont fait, écoutez, maintenant, vous avez la licence Alien, si vous voulez, je vous aide, je vois que, parce que, c'est-à-dire, les gens qui nous connaissaient vraiment bien à l'époque, vous voyez qu'on était dans le jus quand même. Donc, en fait, ils sont venus automatiquement nous proposer. Et en fait, à ce moment-là, François Bachelard, qu'on ne connaissait finalement pas très bien, et même pas du tout, avoir vu 2 fois finalement. Non, même pas, il y a que toi qui l'as vu en plus. C'est-à-dire que il nous a pas recontacté sur ce truc-là, alors que nous on avait de la demande de gens qui venaient en fait nous voir, nous aider, etc. Et en fait on était véritablement occupés à gérer ça, quoi. Et vous disiez ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est le fait qu'en fait il n'y ait pas de communication sur le jeu. Oui. C'est-à-dire qu'ils sortent un peu comme du chapeau, si je puis dire. Et vous disiez, la Fox a besoin que tout soit validé. Oui. Avant de pouvoir communiquer. Oui. Ça veut dire qu'en fait rien n'est validé encore, ou? Ah là, tout est validé, sinon on pourrait pas communiquer, on serait tué. Ouais, c'est ça, mais pourquoi en fait il n'y a pas pu communiquer plus en amont en fait de la sortie de la prévente? Parce que on n'a pas forcément de sous, que c'était en fait la Fox de toute façon elle sa politique, enfin à elle c'est de faire ça 15 jours avant pour elle, donc déjà, et nous on est toujours dans le jeu en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que, et puis en fait on nous a refusé le Kickstarter, c'est-à-dire que oui, déjà, oui, on voulait faire un Kickstarter, on nous a refusé le Kickstarter, il y a les recherches de la Fox a refusé. Oui, la Fox a refusé le Kickstarter. Sa position officielle, c'est qu'il n'y aura pas de jeu sur le crowdfunding sur Kickstarter. Ouais. Par contre, il y a une seule exception à ça, un jeu qui devrait bientôt sortir sur la planète des charges, qui est le seul projet qui a été véritablement autorisé par la Fox à faire un projet Kickstarter. Et ça pose déjà des problèmes à la personne qui travaille dessus, à la Fox elle-même, puisqu'en fait elle ne sait même pas comment ce contrat avec un Kickstarter à l'intérieur dedans s'est retrouvé sur son bureau. Voilà. Et du coup on sait même pas véritablement ce que ça va donner quand le Kickstarter va sortir. Donc ça, peut-être que vous laisserez à la Fox à changer d'avis sur le crowdfunding. Ça serait ce qui serait bien, puisque par exemple Warner l'autorise. Mais voilà, on sait pas ce que ça va donner. On n'a pas eu le droit de faire ça. Nous, ça nous aurait bien aidé parce que ça nous aurait, on aurait lancé effectivement le Kickstarter il y a un petit peu plus longtemps. On aurait fait, on a la licence, on a un concept de jeu, etc. Peut-être que d'ailleurs ça aurait permis directement à François de venir nous recontacter en disant mais punaise, il y a un jeu. Finalement, ils ont eu la licence. Il y a un jeu Nostromo, il y a un Kickstarter dessus. Voilà. Et du coup finalement ça sera bien réglé. En fait nous effectivement le format Kickstarter nous serait très très bien allé, c'est-à-dire qu'on aurait pu le lancer un peu plus tôt, ça nous aurait laissé peut-être plus de temps pour développer, ça aurait pu permettre de faire de la com autour du jeu, ça aurait été une autre stratégie. Là, en fait à la base on partait sur ça. En fait on a eu ce très très grand débat avec la Fox et ça aussi c'était compliqué. On en a eu plein d'autres parce qu'en fait travailler avec un monstre finalement, c'est-à-dire mais au niveau monstruosité, c'est-à-dire du nombre de gens qui travaillent dedans et du nombre de bureaux en fait qu'il y a partout et du temps que l'information remonte à la bonne personne et au bon bureau, c'était une galère sans nom. Une galère sans nom, un stress perpétuel et voilà. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on pourrait reprocher, par contre, de notre côté, c'est que finalement, effectivement, on a reproposé le jeu tel qu'il était à Asmodée. Asmodée nous a dit ni oui, finalement, ni non, mais peut-être. Et à la fin, il nous a dit, écoutez, non, mais par contre, nos acheteurs en direct des filiales peuvent potentiellement faire quelque chose pour vous. Voilà, donc on le remet à tout le monde. On vous donne les contacts en direct des acheteurs des filiales et allez voir si directement chez eux si le jeu
l'intéresse, parce que nous, le contact qu'on avait chez Asmodée, finalement, choisissait des jeux au niveau du groupe, finalement, et le partageait au groupe. Mais il a fait, c'est pas parce que le groupe dit non que chaque filiale, machin, il a fait, on a même déjà vu des produits, finalement, que nous-mêmes on a refusé et qui finalement ont été achetés séparément par toutes nos autres filiales. Donc il a fait ça, donc en fait, c'est pas parce qu'on vous a dit non qu'en fait Asmodée, que finalement Asmodée dit non, donc allez-y. Et en fait, dans les contacts, il y avait Edge. Attends, pour le problème aussi de parler du temps, en fait, de pourquoi, en fait, du coup, on n'a pas de Kickstarter égale, faut trouver des réseaux de diffusion. Donc, en fait, c'était distributeur. Donc, il parle d'Asmodée, mais le jeu, il a fait le tour de tout le monde. Ouais, il passait vraiment, véritablement dans la main de tout le monde. Et du coup, dans la liste des acheteurs d'Asmodée, il y avait Edge. Et puis, du coup, on rappelle ceux qui nous ont donné la légère. Franchement, si Edge peut le prendre, c'est des Toulousains, on les connaît. En fait, on a même oublié finalement presque les autres acheteurs, et on s'est dit, on appelle Edge. Donc on appelle Edge, on se fait voilà, on a eu la licence Alien, machin, etc. et tout ça. Mais à aucun moment ils nous ont parlé. J'ai quand même eu la question de qui est l'auteur. Il a dit, c'est la boîte, c'est l'équipe. C'est ça. Et finalement, ils nous ont dit, écoutez, ouais. On a mis personne dessus. Voilà, on le prend, pas la distribution, mais effectivement, et c'est nous qui allons voir les autres filiales, etc. et on le centralise, au niveau de Edge. C'est-à-dire à aucun moment on nous a mentionné le nom de François Bachelard, parce que là il y a eu. En tout cas, on l'a pas prévenu lui ni prévenu nous que finalement les gars c'est. C'est-à-dire qu'il y a eu un commentaire à un moment donné dans tous les trucs qu'on a vu passer, comme quoi Edge avait reconnu le prototype de l'auteur, mais finalement il a eu le prototype et il a suivi l'affaire depuis plus de 2 ans. Il a le prototype dans les mains depuis presque 6 mois. S'il y avait eu c'est-à-dire un problème, et s'il avait vu un problème, on comprend on comprend pas pourquoi il nous en a pas parlé. Il a fait c'est limite là les gars, parce que nous on considère faire un jeu différent, mais si après tout le monde considère que c'était un truc similaire, et que eux-mêmes considéraient que c'était un truc similaire, pourquoi ils nous ont pas contacté? C'est-à-dire qu'à aucun moment jusqu'à cette semaine, personne n'a tiré une sonnette d'alarme quelque part pour vous. Personne, strictement personne. Non, moi par contre j'avais dit que il faut que, dans les semaines d'avant, il faut que je contacte François quand même pour lui dire qu'on va sortir un jeu qui est pas le sien, et qu'on peut quand même faire quelque chose du coup si tu la marche sur son jeu, parce que du coup on aura déjà une première assise grâce à la licence, et avec le jus, avec la Fox, les distributeurs, tout le bordel, en fait finalement c'est pareil, c'est passé à la trappe. Et là je me suis levé le matin, ça c'est D-1, je fais faut que j'envoie un mail. J'envoie le mail tout de suite, alors ça a peut-être fait du coup pas une bonne image, mais bon, j'ai envoyé le mail. Et puis j'arrive au bureau, et puis il est 9h30, 10h, on sait rien. Putain, je vais commencer avec le plagiat, machin et tout. Je fais, faut que j'appelle François. J'appelle François tout de suite. Et ah oui, parce que ça, les gens peut-être de la communauté sont pas au courant. Le jour fatidique du 17 où on lance nos précommandes, en fait, on est en contact avec François depuis ce jour-là. C'est-à-dire, on l'a même eu au téléphone. Le mail a été envoyé tôt dans la matinée. Après, on a vu les trucs de plagiat. On a décroché notre téléphone. Aldé a appelé et on a essayé de discuter. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Tout le monde s'était tellement enflammé. Tout le monde a voulu faire que ça passe jurisprudence, etc., machin. En plus, c'est dans une situation très difficile derrière. En fait, ce qui n'a pas aidé du tout finalement. La Sage émet un communiqué directement à tout le monde, qui atterrit dans les mains de Bruno Faduti, qui le poste directement sur Board Gaming. Enfin, ça a été une escalade en un clin d'œil. Et après, les gens me disent mais pourquoi vous n'êtes pas défendu? Pourquoi ça arrive si tard? Mais en fait, vous vous rendez pas compte qu'en fait on est 3, que entre manager les réseaux sociaux, se faire insulter, parce qu'on s'est fait insulter, on a eu des menaces, il y a des gens qui disent vous ne montrez plus dans le festival, on va déchirer vos prototypes, vous allez mettre ces clés sur la porte. Enfin, on a reçu des menaces aussi personnelles sur nos propres Facebook. Enfin, c'est parti et comme en fait les préventes continuaient, c'est allé même encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des screens, c'est-à-dire de personnes qui sont allées insulter les personnes qui étaient en train d'acheter le jeu. On se fait harceler, etc. Et les gens sont venus en nous mettant des screens, on a fait, mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire qu'on vient d'acheter le jeu en précommande, on se fait insulter, harceler par des gens qui disent que c'est du plagiat, machin, etc., etc. Enfin, c'est parti loin. Donc en fait, on était obligé de gérer les retours des personnes qui nous faisaient ça, de gérer aussi nous les insultes. Derrière, il y a une licence en fait, et si ça part entre guillemets n'importe comment, la Fox va nous taper sur les doigts. Mais si la Fox nous tape sur les doigts, elle va taper aussi à ceux qui nous ont tapé sur les doigts. Enfin, à tout le monde en fait, ça va
véritablement dégénérée. Pourquoi? Parce que elle voudra laver son honneur. Enfin, finalement, c'est ça. Et si un géant américain se met dans tout ça, ça va faire du mal. Enfin, je veux dire, à nous, certes, à François Bachar aussi, et à tous ceux en fait qui ont participé, y compris la Sage. Enfin, c'est catastrophique. Et en fait, la Sage qui a fait un communiqué, ils vous ont contacté? Non. Pour avoir votre point de vue. À aucun moment. À aucun moment. Ça s'est fait instantanément, flash. Alors que pourtant, justement, pour moi, dans un débat, avant que ça soit justement cité, on est censé contacter les deux parties. À aucun moment, on n'écoute qu'un seul côté de la barrière et on se laisse porter comme ça. La première réaction saine de la Sage, normalement, avant de faire partir un tel débat, c'est de venir nous voir et de faire, bon, voilà, vous êtes soupçonnés de, et ne pas faire un communiqué en disant, vous êtes soupçonnés de, machin, etc. Qu'allez-vous voir ensemble, etc. Nous, on a même proposé, en fait, on va dire, mais appelez-nous, quoi. Enfin, du coup, on a regardé sur leur statut pour voir qui c'était. J'ai vu qu'il y avait Romaric, donc je l'ai contacté personnellement parce que j'allais sur Facebook. Et il m'a dit clairement que, en gros, il fallait que j'aille le faire, laver mon Instagram public sur la page Facebook. C'est pas possible. On n'a pas de dialogue. Alors, moi, je les ai contactés, en fait. Je leur ai demandé, si vous avez contacté. Et surtout, pourquoi ils l'avaient pas fait, en fait. Et l'explication, c'est qu'ils s'occupent des auteurs. Et donc, du coup, ils laissent la démarche au Wedge, donc la Légion des éditeurs de jeux, de vous contacter, de s'occuper de la partie éditeur. Je trouve personnellement que c'est une position malsaine. Parce que, en fait, dans tous les cas, en fait, à ce moment-là, s'ils laissent la partie l'UEJ s'occuper de nous, ils auraient dû, pour s'occuper du cas de leur auteur, attendre que l'UEJ nous contacte. À ce moment-là, enfin, si on considère effectivement que la Sage ne s'occupe que des auteurs et que l'UEJ, du coup, dans leur modèle, ne s'occupe que des éditeurs, du coup, c'est une, entre guillemets, bataille d'arguments entre l'UEJ et la Sage, ce que normalement il ne devrait pas arriver dans le milieu, parce que si on doit travailler ensemble et pas en concurrence, on va pas mettre une guerre de parties directement, donc déjà, de base, ce raisonnement est malsain, mais ensuite, si c'était véritablement leur raisonnement, il faut attendre que la partie adverse se monte, finalement, et que on ait une discussion ensemble avant même de le publier au grand public, parce que finalement, c'est ce qui a été fait, directement. Donc, en fait, l'Union des éditeurs vous ont contacté? Non. En fait, quelqu'un vous a contacté? Oui, Ludovox, qui a voulu prendre voir si on pouvait faire une interview. Et vous. Voilà. C'est tout. Et des journaux américains après que Bruno Faducci est pareil, finalement sur un coup de sang, éparpillé la nouvelle. C'est Bruno Faducci vous a contacté? Non. Moi, par contre, quand j'ai vu quelqu'un m'a envoyé, j'ai vu un post de Bruno Faducci, il dit machin, j'ai envoyé un sur Messenger. J'ai dit, je crois que c'est la newsletter qu'il a posté effectivement sur son truc, mais c'est par contre lui après il a posté un post et du coup on m'a relié ça et du coup je lui ai écrit sur Messenger en disant tu veux pas qu'on en parle, je donne mon numéro de téléphone, j'ai 0 nouvelles. Voilà. Dans tous les cas après c'est ça, de toute façon on a eu des renouvelles de personnes et nous on doit tout gérer. Bon, aujourd'hui c'est plus calme parce que finalement ça fait le 3e jour, les gens ils dorment plus non plus, je pense. Hein, oui, parce que du coup, dans toute cette histoire, on a passé 3 nuits blanches parce que les gens avaient l'impression qu'en fait on voulait retenir de l'information et que par exemple effectivement on a masqué certains messages, banni des personnes, mais au bout d'un moment, quand il y a des insultes sur une page, sur un lancement de jeu, avec une licence derrière, que en plus des clients à nous, donc finalement de machin, s'en plaignent. Vous voulez faire quoi? Donc en fait, on était entre le fait des gens qui nous demandent des explications, et effectivement par rapport à cette histoire et les gens qui pâtissaient de cette histoire, finalement, dont nous, dont nos proches, dans nos familles, on a reçu même des gens qui étaient pas du jeu, par exemple, qui étaient des amis à moi, qui ont commencé à entendre parler du truc, et ils m'ont rappelé, mais en fait en mode, mais est-ce que ça va bien, machin, etc. et tout ça. Donc j'étais tellement préoccupé par cette histoire que j'ai même raccroché en mode, je m'en occuperai plus tard, parce que finalement il y avait tellement de choses à gérer. Finalement, au bout d'un moment, à force qu'il me harcèle, je les rappelle. Voilà, ça a été pareil pour Aldébaran. C'était ingérable. Et en fait, nous, ce qui nous peinait, c'est que les gens nous demandaient toujours, mais justifiez-vous. Mais à quel moment en fait on a eu le temps de se justifier? Et même, on a commencé parce que
entre guillemets, à des fois envoyer des messages à certaines personnes qui étaient véritablement, entre guillemets, trop raches, à essayer d'avoir une discussion avec eux. Mais on s'est dit, mais en fait, on est en train de s'embourber, on fait du cas par cas. Entre guillemets, il faut faire une annonce. Et encore, quand on fait du cas par cas, comme on n'a pas beaucoup de temps, on est obligé de faire des messages hyper courts. Donc, en fait, et en même temps, on disait, de notre côté, il faut qu'on gère notre page. Il faut maintenant, ça s'est éparpillé sur TrickTrack, ça s'est éparpillé sur la communauté des ludiques francophones, un groupe plus ou moins fermé, mais où il y a 14 000 personnes quand même du monde du jeu. Donc ça s'est éparpillé partout. On devait donner la tête partout. On s'est fait insulter dès les premiers instants, finalement, sans toujours chercher véritablement à savoir notre avis. C'est quelque chose que vous aviez anticipé que ça pouvait arriver ou que... À aucun moment on a pensé non mais même, on va retourner la question. Est-ce que vous croyez vraiment que si on avait anticipé que ça allait arriver, on en serait là aujourd'hui? Non, parce que ça, on veut plus jamais le revivre dans notre vie. Soyons très clairs. Donc en fait, pour moi, vous avez la réponse à votre propre question dans les mêmes termes, quoi. C'est. Est-ce que vous auriez fait ça si vous savez que ça allait vous arriver? Non, mais c'est une très bonne question à avoir. Nous, ça nous aurait arrangé, finalement, de publier le François Bachelard, de ne pas, finalement, suer sang et eau, à gérer tout ça de front en même temps, de s'occuper du graphisme, refaire le système de règles, s'occuper des distributeurs, s'occuper de la licence Fox, récupérer les gens, finalement, de bonne volonté qui veulent bien venir nous aider sur le projet, etc., etc. Non. Et excusez-moi, j'ai un peu regardé votre communication. En fait, j'ai un peu suivi sur votre page. Que moi, pareil, je fais partie de ceux qui j'étais pas au courant de la sortie de votre jeu, j'étais pas du tout dans le truc. Donc, quand ça a commencé à sortir sur la communauté, à en discuter, j'ai été comme tout le monde un peu regardé. Je suis un petit peu modéré parce que moi, j'ai préféré essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai l'impression, alors c'est une question, peut-être est-ce que vous n'avez pas pris l'ampleur de la chose dans les premiers messages que vous postez. Est-ce que vous avez tout de suite compris qu'il se passait quelque chose une déferlante, quoi, nous, pour nous, on était déjà rentré en contact avec François, finalement, dès le premier jour. On pensait pas que ça allait dégénérer comme ça. Et en fait, la première chose qu'on a pensé, et là il faut être extrêmement honnête là-dessus, c'est on a galéré toutes ces années à gérer tout ça en même temps. Il faut que ça se passe bien. On a dépensé beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup d'investissements personnels à nos deux niveaux. En fait, on peut pas se laisser entre guillemets pourrir notre campagne, parce que c'est pas que entre guillemets la maison d'édition qui va mettre la clé sous la porte, c'est nous aussi personnellement, ça va très concrètement entièrement nous détruire, et en plus de ça, c'est-à-dire que pour nous on était on avait travaillé en fait sur ce jeu, sur cette chose, et en fait on savait que si on commençait à laisser la chose entre guillemets prendre trop d'ampleur, voilà. Donc en fait nous effectivement on a voulu essayer, certains nous l'ont reproché, mais en fait finalement c'est exactement ça. Oui, on a voulu essayer de gagner du temps pour essayer de préparer des communiqués, des machins, etc. Mais en fait quand on est dans cette situation, on sait pas vraiment quoi faire. On a commencé un communiqué, puis en fait on a annulé un autre, puis après on a eu Domas qui est venu nous voir. Mais dans l'intermède, il faut bien voir que on a eu François le lundi matin. Il a dit que il allait réfléchir. On a eu le lundi soir, je crois. On l'a eu tous les jours. Parce que on voulait arriver, nous, à un terrain d'entente pour que tout le monde soit content, que on fasse ce projet. On n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. Je veux dire, il serait revenu vers nous avant. On aurait eu du temps. On peut mettre les torts à tout le monde. C'est pas un problème. On reconnaît de ne pas l'avoir contacté. Voilà. Et ceci étant dit, on reconnaît nous-mêmes nos torts. Hein. C'est-à-dire, ici, le problème, c'est pas de dire on est des personnes qui mettons le tort sur les autres, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde a beaucoup de tort dans cette histoire. Surtout le fait finalement de s'être enflammé. Et finalement, la chose qui pourrait nous être le plus reproché, c'est finalement s'être laissé dépasser par les événements. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, si on est dans cette situation-là, c'est que beaucoup de gens dans le milieu, finalement, se sont laissés aussi dépasser par les événements. Parce que finalement, si Edge savait et ils ont dit, parce qu'ils ont fait un communiqué, que finalement, ils ont tout de suite reconnu le proto François Bachelard,
pourquoi on n'a pas été contacté? François Bachelard qui a été mis en courant, pourquoi il nous a pas contacté? C'est-à-dire, en fait, il y a tout ça. C'est-à-dire que nous, on veut bien reconnaître nos torts. Effectivement, on n'a pas recontacté François Bachelard. On a été stupide. Enfin, au bout d'un moment, faut dire les choses. On n'aurait pas voulu que ça escalade jusqu'à ce moment-là. Mais finalement, s'il y avait des gens qui étaient au courant et qui voyaient vers où ça allait, pourquoi on n'a pas été prévenus? Et encore une fois, pourquoi ça a escalé jusqu'à là? Parce que des personnes comme la Sage, finalement, se sont laissées eux aussi enflammées par les événements. Donc au bout d'un moment, on peut pas nous reprocher véritablement quelque chose que finalement, quand ça leur arrive à eux dans une situation similaire et des efforts du coup beaucoup moins oppressives, puisqu'ils n'ont quand même pas, je suis désolé, tout ce qu'on est en train de porter sur nos épaules, faire exactement les mêmes réactions et les mêmes choix impulsifs et finalement tout aussi stupides de leur part. Aujourd'hui, donc vous êtes toujours en contact avec François. Oui. Là, ça a évolué, la situation, il y a un terrain d'entente, je sais pas, il y a des discussions. Oui, donc du coup, la discussion d'hier, en fait, on est arrivé sur quelque chose d'entente. Il m'a demandé de lui faire une proposition, je lui ai fait une proposition, on s'est appelé ce matin. Et la situation, du coup, on a trouvé un terrain d'entente. Il y a beaucoup de professionnels du milieu qui l'ont contacté pour lui donner conseil, pour lui prêter main forte. De notre côté, qui ont été d'ailleurs, et c'est là que c'est encore plus entre guillemets étrange, c'est-à-dire que effectivement personne ne nous a tiré véritablement la sonnette d'alarme, mais par contre maintenant que comment s'appelle l'histoire a éclaté entre guillemets au grand jour, beaucoup de professionnels du milieu s'y sont cette fois-ci véritablement intéressés et finalement ont conseillé aussi à François Bachelard de son côté de faire bon en fait. Pour le monde ludique, en fait, ça ne concerne plus que toi, ça concerne effectivement toi, ça concerne peut-être Wonder Dice. Bon, en fait, là, c'est un moindre mal parce que je pense que dans l'état actuel, peu de gens se soucient de nous. Mais ça concerne effectivement tout le monde ludique. Je pense aussi qu'on l'a mis au courant que véritablement, si ça allait, par exemple, en procès ou en procédure judiciaire, ça allait faire beaucoup de mal à tout le monde. Que ceux qui, par exemple, cherchaient une jurisprudence avec ce cas-là, malheureusement, n'allaient pas gagner gain de cause. Et si, par contre, il y a une loi qui, derrière ça, à cause d'un cas de jurisprudence est faite, ça allait pénaliser plus le monde, justement, des auteurs. Mais ça, personne encore une fois, à mon avis, n'y a pensé véritablement au début quand ils ont laissé la polémique, que finalement, ça allait les aider. Donc, en fait, au final, faire cette croisade va pénaliser tout le monde dans le domaine ludique. Et du coup, je pense que les professionnels ont eu l'intelligence de le remarquer et de voir la catastrophe en fait vers laquelle ça a amené et ont conseillé François Bachelard à s'arranger, enfin finalement à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que finalement, si ça n'est pas jugulé dans les très brefs délais, ça va partir dans des proportions. Enfin, vous avez vu à quel point ça a escaladé en si peu de temps. Si on laisse continuer à escalader la chose, jusqu'où ça ira? Jusqu'à ce que peut-être par exemple la Fox elle-même s'en mêle ou que nous-mêmes on soit mis entre guillemets à genoux et qu'on soit obligé de partir dans des choses qu'on ne veut certainement pas faire. Des choses à laquelles vous avez réfléchi? Je sais pas, peut-être vous avez même déjà contacté un avocat ou... Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que en plus de tout ça, il faut, c'est-à-dire ça fait partie justement des choses qu'on a à gérer. Donc ça m'étonne encore plus que les gens nous disent, mais pourquoi vous avez pas pris le temps de nous répondre? Effectivement, quand ça part là-dedans, on avait entendu aussi que sur les forums, parce qu'on le disait en même temps vu qu'on modérait, François avait potentiellement pris un avocat, etc. Donc en fait, on peut pas non plus être pris au dépourvu. Donc forcément que nous aussi on a vu, on a vu un avocat derrière. Donc, mais plus sur le fait qu'on soit attaqué pour tout ce qui est mensonge en fait finalement et personnellement en fait, parce que ce qui est en cours c'est que on veut pas non plus, enfin on va pas rentrer dans des conflits personnels, des marrants, machin. On a vu des screens d'une personne qui est venue juste nous porter renfort pour les quelques mois là. C'est parti dans des proportions énormes. Oui. Donc c'est juste pour de la protection au cas où on n'arrive pas, parce que finalement quand on a François tous les jours, pour l'instant on n'avait pas réussi à avoir ce terrain d'entente. Personne ne nous appelait, personne ne nous soutenait, on n'avait même pas le droit de parler. Donc c'était compliqué voilà, on a dit allô, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que vous puissiez garder les informations. Et d'ailleurs même sur les forums ils l'ont dit, attention à ce que vous dites parce que voilà. C'est pour ça nous ça a été une libération. C'est pour ça que je tiens quand même à remercier ici Marilyn de Ludovox qui a été finalement et puis toi enfin aussi parce que effectivement mais finalement en deuxième vague, mais c'est quand même elle qui nous a contacté en premier et qui n'a pas véritablement entre guillemets voulu émettre de jugement et nous a laissé un droit de parole. Et du coup le problème c'est pareil, la première chose qu'elle nous a demandé c'était un communiqué de presse écrit de notre part.
Et il se trouve que c'est moi qui l'ai eu par message. Je lui dis mais enfin on veut bien faire un communiqué écrit, mais en fait avec tout ce qu'on a à gérer, ça commence à devenir compliqué. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte aussi dans quelle situation derrière ils nous mettaient. Donc en fait, ils réclamaient des choses qui de notre part de toutes les façons étaient impossibles à donner. Donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai fait exactement comme en fait a fait Aldébaran avec Bruno Fanucci. La seule chose qu'on pouvait faire, parce que en même temps au téléphone on peut écrire des mails, faire d'autres choses, enfin gérer d'autres choses en même temps, c'est appelle-moi, je te raconte à peu près l'histoire, comme on est en train en fait de la raconter là. Seulement elle m'a dit moi je peux pas faire quelque chose qui prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais je te promets d'essayer de faire un article le plus neutre possible, et d'essayer effectivement que ça soit la première page médiatrice finalement dans cette histoire, parce que je comprends bien que si la situation dégénère, ça va vraiment être bon pour personne. Donc en fait, d'essayer de faire un article médiateur qui essaye commencer à introduire les premiers éléments finalement de votre histoire. Premiers éléments qui finalement, son article montre, sont corroborés par François Bachelard, puisque finalement le seul point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est effectivement ce silence radio de 2 ans qui effectivement est de notre faute, puisque dans la logique, après un mail en septembre, on aurait dû être les premiers à le recontacter. Donc ça voilà, c'est pas un problème, et du coup je tiens à remercier Marilyn pour nous avoir donné ça. Malheureusement, la communauté et c'est ça qui est encore plus dommage, une fois qu'aveuglément en fait est dans une optique, a finalement interprété l'article, je pense, avec des intentions que Marilyn de Ludovox n'a pas voulu mettre derrière. Et justement, on parlait de la communauté, donc j'ai pas mal suivi les choses. Je vais faire réagir sur quelque chose. Il y a Martin, alors je vais peut-être pas dire son nom de famille, Volvo, parce que je le prononce très mal, je sais pas. Peut-être ça vous parle. Qui a commencé à raconter en fait qu'il était l'auteur de Play Me. Parce que... Alors moi on peut faire un débat sur ce sujet-là, mais c'est plus un débat, éditeur-auteur, c'est plutôt un débat auteur-auteur. En fait, Martin est arrivé dans la situation où je vous dis, quand on a fait notre premier jeu, après la perte du contrat avec Asmodée là par rapport à Ascension. Moi j'étais en relation avec lui, on faisait du jeu de rôle, on était bons amis, on était dans un petit groupe, il y avait le magasin C'est le jeu qui s'était monté, enfin c'était très bien. Et du coup on en parlait, et puis là il est venu me proposer, il est venu à un moment donné dans le magasin concurrent, dire tiens regarde, j'ai fait une suite 2D, on fait une suite de 1 à 6, tout ça, etc. Bon, c'est un jeu qu'on vendra jamais, c'est pas un jeu en fait. Et là, j'étais là, ouais, et puis je me dis après la nuit porte conseil, je fais putain mais en fait j'ai une super idée. J'ai trouvé en fait comment faire un jeu de ce truc là. C'est depuis son idée, là, putain, j'ai trouvé le truc, j'ai le concept. Je vais lui dire, je lui en parle, on va manger ensemble. On va manger ensemble, je lui dis, regarde. En fait, oui, t'as raison, c'est une idée, c'était faire un jeu, mais là, je vais t'en faire un jeu. Et bim, on travaille ensemble, on commence je lui dis, voilà, on fait ça, etc. Il suit, etc. Et du coup, écoute, je te propose, moi, je monte la maison d'édition, on se met auteur, et puis on part, en fait. Ah ouais, etc. Et puis les amis autour, etc. On va tous ensemble à 4. Je prends un illustrateur, je fais faire les trucs. J'ai l'idée, j'ai la vision, je fais le vrai game design en fait finalement avec le soutien finalement de quelqu'un qui part avec moi qui est un ami normalement. À la suite de Cannes, lui il aimait pas les dessins, je sais pas, il s'est fait monter un peu le bourrichon par ses amis. Il y a eu un conflit, on va dire, il m'appelle, il me dit écoute voilà, moi j'ai discuté avec mes amis, là je vais pas les citer, qui me disent en fait non voilà, il faut que t'arrêtes de travailler avec Aldébaran, tout ça, machin, etc. Peut-être qu'ils voulaient monter le truc avec, je sais pas en fait. Je les ai rencontrés, c'est pourtant pas des gens méchants normalement. Et je lui dis, écoute, j'étais super peiné, j'étais super triste, je veux dire, moi c'était un peu ma reconversion quelque part. Et en plus, j'avais travaillé là encore, pareil, et on était ensemble en plus sur le projet. Puis c'était clair en fait. Et du coup, je lui dis, ok, d'accord, on part chacun avec ses billes, et puis tant pis. Enfin, on part chacun avec ses billes de son côté, très bien. Enfin, voilà. Donc on part. Ça s'arrête. C'est Stéphane qui me conseille de dire, écoute, Aldé, tu devrais, tu peux quand même encore faire le faire ce jeu. Il est pas fait en fait. T'as eu tout le truc, etc. Fais-le en fait. Et puis tu commences à voir la si tu sors le jeu, c'est bon en fait. Sors-le. C'est toi. Vas-y, fais-le. Si lui il a qu'à le faire de son côté. Ok, d'accord. Donc du coup je dis putain, ouais, c'est vrai, je suis un peu devant le mur, je fais,
bah ouais, il n'y a pas de retour possible, il veut vraiment plus travailler avec moi, c'est fait monter le bourrichon, enfin on peut plus raisonner les gens une fois qu'ils sont partis, donc je me lance tout seul, en un an, avec l'aide de Nathanaël, d'autres amis, etc. On sort le jeu. Et là, du coup, Martin revient, et les autres reviennent sur le stand, ouais, machin, etc. Bah non, les gars, enfin, moi j'ai fait ça tout seul, il y avait Martin au début de l'histoire, il m'a renié, je veux dire, voilà, moi je suis auteur, d'ailleurs il y a marqué Aldébaran sur la boîte, je peux pas, voilà, ça c'est le pilier de ma maison d'édition, et je peux pas prendre des personnes qui viennent finalement essayer de me mettre des bâtons dans les roues pour que finalement j'échoue, c'est pas possible. Et même Martin, j'ai dit, il voudrait être crédité, si je le crédite, si je lui mets un minimum de crédit dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte finalement quelqu'un qui m'a rien, qui revient juste pour l'argent ou pour le fame. C'est pas possible. On était dans le même bateau. Il a voulu partir tout seul je pouvais pas. Donc c'est ça l'histoire de Plémy en fait. Et moi, Martin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'est dommage aujourd'hui qu'il soit pas dans l'équipe, et qu'avec lequel on peut pas faire les choses, parce qu'il avait plein de bonnes idées. Certes, il faut avoir une autre vision derrière, celle que justement, avec Plémy, j'ai pu apporter, et travailler des mécanismes ensemble avec l'équipe, parce que finalement, on a une vision qui est bien différente, mais elle se complète. Et c'est vrai on est resté, je pense, tous les deux sur ces positions-là et la mauvaise expérience de ce truc-là. Mais pourtant, je regrette énormément, vraiment, de ne pas avoir travaillé avec lui et de ne pas pouvoir travailler avec lui aujourd'hui, parce que je sais pas exactement ce qu'il est devenu. Ça fait tellement d'ampleur, avec pareil, à plus petite échelle, parce que finalement c'était du personnel et c'était pas des licences, etc. Et qu'en fait, pareil, c'est pas du juridique avec de la jurisprudence. C'est deux potes qui ont essayé de faire un truc ensemble et qui finalement sont partis chacun d'un côté. Il y en a un qui finalement a rien fait et l'autre qui a fait quelque chose. Et c'est tout. Donc après, moi, je veux dire, je vais jamais vraiment fermer la porte, mais après ça, et ne pas lui reconnaître, entre guillemets, de faire quelque chose, mais juridiquement, je peux pas vraiment le reconnaître, et puis, ça serait finalement, lui donner du crédit par rapport au fait alors qu'il est parti, qu'il a abandonné le projet, qu'il a rien fait quelque part. L'idée, c'était bien, travailler avec moi, c'était cool, mais pourquoi me cracher dessus derrière et partir? C'est stupide. Surtout que le jeu, finalement, a marché. Et qu'ensemble, on aurait été plus fort que tout seul. Et qu'aujourd'hui, finalement, on aurait quelqu'un dans la team créa qui serait peut-être, qui apporterait beaucoup plus que je sais pas, je pense qu'il voulait travailler dans un bar ludique. Donc je pense j'espère qu'il a réussi à le faire. Et je sais qu'il avait une copine qui m'aimait pas non plus après quand il est revenu prendre contact. Et que pareil, en fait, les histoires, c'est les histoires. Et malheureusement, en fait, tant qu'on fait pas un mea culpa, qu'on revient pas et qu'on fait pas, voilà. Mais c'est compliqué pour l'un et pour l'autre. Voilà. Moi, du coup, si ça s'est diffusé, moi, clairement, hein, j'ai rien contre Martin à travailler avec lui, à avoir un contrat vraiment quelque chose, et faire finalement développer des jeux qu'il aurait pu développer. Il y a encore des idées que j'ai gardées de Martin, que je développe pas, mais qui étaient super cool de faire un truc dessus, que j'ai encore la vision, parce qu'on en avait parlé. Donc c'est dommage, en fait. Voilà, ça c'est l'histoire de Plémy. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être en guise de conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est, je sais pas, les ventes du jeu, est-ce qu'il y a l'affaire, entre guillemets, à porter préjudice, pas du tout ou... Alors l'affaire a porté préjudice, dans le sens où, de toute façon, maintenant ça a pris tellement d'ampleur que c'est compliqué, y compris pour les gens de venir sur notre page c'est-à-dire que, en fait. À partir du moment où, quand quelqu'un met sur un commentaire avec écrit ah, c'est super cool, j'ai acheté votre jeu, achat confirmé, je vous souhaite bonne chance, par exemple, et que on a une communauté derrière qui, en fait, on n'avait même pas imaginé, en fait, et on trouve ça un peu déplorable, et on est vraiment triste que dans la communauté ludique, il y ait des gens qui arrivent à finalement insulter des innocents. Parce qu'en fait, ça a été jusque-là, et moi je trouve ça véritablement dommageable, parce que finalement, on nous a reproché des trucs, mais quand on voit finalement le comportement de certains, on se dit, c'est bien beau de défendre des idéaux avec des armes qui sont finalement encore plus basses que ce quoi vous dénoncez finalement, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc et certains se défendent derrière le droit à l'information. Ouais, peut-être le droit à l'information, mais pas le droit à l'insulte, pas le droit à la vulgarité, pas le droit au harcèlement, pas le droit à tout ça. Et en fait, je pense que aussi, en effectuant, on parlait des répercussions dans le monde ludique, je pense que certaines personnes, parce que ça a été le cas par exemple d'un grand fan d'Alien qui nous a écrit, qui lui en fait a carrément sculpté et peint des propres figurines et voulait acheter le jeu parce que voilà. Quand on a ce genre de personnes qui sont fans de l'univers, mais pas forcément du jeu de société, et qui ne connaissent pas le milieu, et qui finalement par des gens qui sont du milieu du jeu de société et qui se disent l'être, se faire insulter de la sorte, je sais pas quelle image finalement ça a renvoyé aux personnes extérieures, et c'est quelque chose qui
alors on va dire au niveau de la boîte nous peine, mais me peine personnellement. Et après au niveau de la boîte, pourquoi ça nous peine? Parce que finalement c'est cette personne-là qui nous a contactés est tout à fait la cible en fait de la ligne éditoriale de notre entreprise, qui était finalement de prendre des univers culturels et d'amener le jeu à des personnes qui ne le touchaient pas encore. Donc en fait c'est cette personne est tout à fait le type de personne que nous allons chercher, et quand ce genre de type vient enfin à s'intéresser au monde du geek parce que finalement on a touché à sa passion, il arrive dans le monde du geek et finalement il en a une vision déplorable. Aldébaran et Nathanaël, merci. Merci à vous.